Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bonsoir, merci d'être avec nous. C'est les vraies voix. J'aurais pu faire l'horloge parlante. Il est 17h03 et 35 secondes. Au quatrième top. Exactement. Ça va nous manquer l'horloge parlante. Vous l'utilisiez, vous, Philippe David? Ça m'arrivait. Oui, ça vous arrivait. Oh oui. En tout cas, bonjour, cher Philippe. Comment ça va très aujourd'hui? bien, et vous? Bah, ça écoutez, change pas, ça va bien, toujours. Oui, bah, ça change pas. Vous avez, Vous êtes en pleine vous avez forme. mis une chemise chatoyante aujourd'hui. Oui, mais alors, j'adore Ouais, mettre ouais. du lin, là. Comme il fait chaud, avec un peu de lin, ça laisse passer l'air, Oui. c'est bien. Oui, oui. Vous êtes sexy. Enfin, Merci. non. Lin. Ça laisse pas passer que l'air, le lin. Ah bon, ça laisse passe, passer quoi, la sueur? Ça laisse passer la sueur, les odeurs. Non, mais je dis pas, vous sentez très bon. Hein. Ah bah dis donc, bah, ça démarre bien. Non, mais ça, non, et moi j'adore le lin, mais ça se Non, froisse terriblement. C'est ça le problème du lin. C'est ça, oui. ça me rend malade. C'est fichu. Ah bah, c'est Et clair. même l'après-midi, c'est fichu, regarde. Ça se froisse quand on étreint des gens et qu'on s'allonge. Mais sinon, il n'y a pas de raison que ça se froisse. Si, ça se froisse le lin. Ah, sur les... Bon, écoutez, Bon, on de toute ne va façon, pas bon. faire une théorie. Oui, c'est on assez vous d'accord, souhaite- tout le monde s'en fout. Comme nos sensibilités, c'est froissé. Voilà, c'est ça. Allez, au sommaire de cette émission, on va revenir sur cette manifestation aujourd'hui. Avec cette question, Yael Braun-Pivet doit-elle avoir le courage de ne pas utiliser l'article 40 pour défendre les droits du Parlement? Effectivement, le groupe Lyotte a déposé un amendement pour réintroduire l'article 1 portant sur l'âge légal de départ à la retraite. Et à 2 jours de l'examen de cette proposition de loi à l'Assemblée, un dilemme complexe s'impose à Yael Braun-Pivet, qui est la présidente de l'Assemblée nationale. Laisser les députés voter contre l'avis du camp présidentiel ou utiliser l'article 40 de la Constitution pour retoquer l'amendement et enterrer définitivement le texte de la réforme des retraites. Philippe. Oui, l'opposition et les syndicats appellent solennellement la présidente de l'Assemblée nationale à laisser les députés faire leur travail de représentants du peuple. Et certains comptent même sur la mobilisation d'aujourd'hui pour faire comprendre à la présidente de l'Assemblée nationale que le gouvernement ne peut pas à nouveau passer en force. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle doit aller contre son camp, Yael Braun-Pivet? Est-ce que ce qui serait vraiment un coup d'éclat? Ou est-ce qu'elle doit, on va dire, appliquer ce qu'on lui demande de faire, parlons franc, parlons vrai, à la lettre? Appelez-nous au 0826 300 300. Et donc, doit-elle avoir le courage de ne pas utiliser l'article 40 pour défendre les droits du Parlement? Pour l'instant, c'est un grand oui à 93%. Ça nous étonnait. Et on va revenir sur le réchauffement climatique à 18h30. Sur cette sécheresse, faut-il repenser urgemment notre usage de l'eau? Pénurie, restriction d'eau. L'eau est aujourd'hui un bien commun menacé par le règlement climatique. L'ancienne ministre du Logement, Cécile Duflot, et plusieurs associations environnementales ont appelé lundi dans une tribune chez nos confrères de France Info à repenser urgemment nos usages en eau, Philippe. Oui, Cécile, selon la directrice générale d'Oxfam France, le gouvernement doit faire preuve d'exemplarité et être plus volontariste en matière d'utilisation de l'eau. L'usage presque banal de l'eau doit changer et les signataires de la tribune réclament de la part des pouvoirs publics, je cite, des mesures de justice pour que tout le monde ait accès à l'eau. Est-ce que vous pensez qu'il faut se pencher fortement sur l'utilisation de l'eau? Oui. Est-ce que pour une fois, il ne faut pas incriminer seulement les agriculteurs et les particuliers? Mais regardez l'industrie. Vous êtes utilisateur d'eau, vous avez fait de gros efforts pour en consommer moins, ou vous continuez pareil? On vous attend également au 0826 300 300. Avec cette question, faut-il repenser urgemment notre usage de l'eau? Vous dites oui. Non à 70%. Ça, c'est énorme. dis Non, donc. 70%. On bah, a envie dis de vous donc. entendre. Et appelez-nous au 0826 300 300. Allez, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et nos vraies voix autour de la table qui sont là avec en first class, Philippe Bilger, qui est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe. Bonsoir, chère Cécile. Avec une coupe de cheveux impeccable. Ah ouais. Vous avez les cheveux J'ai été coiffeurs. chez le coiffeur et il fallait bien. Vous avez mis du pento? Je n'y tiens pas en général, mais il s'obstine à mon. Alors qu'il n'y a pas de vent. C'est idiot. Alors je dis ça me fait rire parce que j'ai appris ce mot il y a à peine 15 jours. C'est pas Je vrai. ne connaissais pas le pento. Mon moi, grand-père je mettait connaissais du bien. pento. Moi, je C'est de la connaissais. cire, c'est de la cire de Oui, cheveux, moi- c'est ça. Et Mon il y, grand-père en mettait a, du il y en a de plus fines hein, maintenant que Oui, on la appelle ça de la cire, mais cire. lui, la cire ancienne. Il a la cire On aura ancienne. tous les détails. C'est la cire du meuble. Françoise de Gois est avec nous. Bonsoir Françoise. Écoutez, ça commence déjà cette émission de dégénérer, j'en peux plus de vous. Je sais même pas pourquoi on a amené tout ça à manger. Je vais manger. C'est voilà, vous qui ça, avez c'est apporté le à temps. manger. Oui, bah, Ouais, c'est c'est- chacun son tour, on peut c'est le dire. ça, Enfin, chacun confesse. son tour. Chacun son tour, on amène des trucs pour faire les baleines cet été, je vous remercie. Voilà. Et voilà. Et François de Rugy est avec nous, ancien ministre et ancien président de Bonsoir. l'Assemblée nationale. Bonsoir. Et devenu consultant. Bonsoir François, comment ça va? J'adore comment il a dit Ça va bonsoir. très bien. Oui. Alors moi je m'en suis remis à mon casque de scooter pour Voilà. la coiffure, donc vous m'en voudrez pas. Ah, Mais ça c'est va, très ça bien va. quand même. C'est une autre c'est façon très de bien. plaquer les cheveux.
Bah, vous plaignez pas, vous avez des cheveux, hein, François de Rugy, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Je ne me sens absolument pas visé. Entre les cheveux et la chemise, ça commence super bien. l'émission pour toi. La chemise est impressionnante. J'avoue sens qu'elle que me plaît vraiment, beaucoup, ce petit livret de couleurs. Je vous en offrirai une si Non vous voulez. mais c'est quand même bizarre, hein, l'attraction qu'il a pour toi, mon Oui. dodu, Oui. le livret de couleurs. Il y a un truc entre Mais vous j'aime ou les non, mais du pulpeux. coup- Qu'est-ce Oui, que- j'aime les pulpeux. Et vous purement aimez les platonique. pulpeuses aussi? Benoît, Oui, c'est bien, est-ce que tu peux exactement. enregistrer, s'il te plaît, pour le vous ne l'êtes pas, bêtisier ma chère Cécile. Ah, c'est J'aime les dommage. pulpeux, j'aime les pulpeux. Oui, Ah, s'il te Françoise plaît. de Gois, Oui. 0826 300 300. Je sais pas C'est le pourquoi. numéro de Françoise de Gois. On part à Blagnac, en Haute-Garonne, avec Frédéric. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Frédéric. Oui, Blagnac. Bonsoir à tous, bonsoir. Salut Frédéric. Comment ça va Frédéric? En très grande forme, tout va Ah bah bien. écoutez, très bien. Vous faites quoi dans la vie Frédéric? Je dirige mon cabinet de gestion de patrimoine et de droit fiscal, tout simplement. Ah, faut que je vous parle. Avec grand plaisir, Cécile. J'ai Vous fini avez... ma déclaration d'impôt ce matin. J'ai envie de pleurer. L'année prochaine, faut m'appeler avant. Bah oui, bah là, Bienvenue au club. ah bah là, j'ai perdu un bras, 2 bras, 3 bras, 4 bras. Voilà, c'est pas. Mais bon, c'est pour le bien commun, donc je. Et Frédéric, vous avez révisé pour le qui c'est qui l'a dit, parce que là c'est un duel de titans Ouais, aujourd'hui. c'est- ouais. Ah, il y a du On va lourd essayer. aujourd'hui. Pas On va en essayer. poids, mais en tout cas en talent, il y a du lourd. Et vous restez avec nous, Frédéric, puisque vous êtes notre vraie voix. Et aujourd'hui, nous fêtons un anniversaire. Souvenez-vous, le D-Day, voilà, le 6 juin 1944, le débarquement en Normandie. Voilà, on n'a pas de son. Non, on n'a pas de son. Vous venez de ce film? Bien Oui. sûr, bien Oui, sûr. Le mais jour le il y plus long. a un autre film, il est bon celui-là. Ouais. Il faut sauver le soldat. Ryan. Ah oui, Absolument. voilà. Oui, On il est dur. parle Il est dur. jamais hein. du second. Hein. Il est dur, hein, il est dur. Il est ce film, hein. exceptionnel. Très, Et très dur, c'est la exceptionnel. première fois d'ailleurs qu'on voit ce que font les balles sous Ah, l'eau. c'est Moi, je pense que la scène extraordinaire. d'ouverture. Elle est- Elle est Ah, la scène fantastique. d'ouverture est terrible. Et on se dit que vraiment cette opération Overlord, merci tous ceux qui sont venus mourir sur les plages du débarquement parce qu'il fallait un courage pour être la première ligne en plus Ah, à mais c'est débarquer. fou, c'est fou. Et Le premier à sauter du. la première ligne à débarquer et celui qui a voulu être la première ligne, on en parle. Vous le savez certainement, c'est le grand Robert Capa qui avait décidé, oui, le grand photographe. photographe, d'être vraiment au plus près, donc guerre d'Espagne, et il était dans une barge de débarquement en première ligne pour sauter sur la plage et faire des photos. C'est dingue. Lui, il savait faire l'amour et la guerre, Ouais, comme c'est disait Lloyd exceptionnel. George. C'est ce C'est qu'on vrai. appelle du courage. Allez tout de Absolument. suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Un réquisitoire contre ceux qui pensent qu'en démocratie, l'insécurité zéro serait possible. Oui, Dieu sait que chaque jour entraîne son lot de désastres, de tragédies, de transgressions, qu'elles touchent des mineurs ou qu'elles touchent des majeurs. Il y a une insécurité constante et qui se renouvelle et qui malheureusement s'invente. Mais en même temps, je voudrais attirer votre attention, nos auditeurs surtout, sur le fait que j'ai beau être très sensible à l'autorité de l'État et à la fermeté régalienne, je ne suis tout de même pas de ceux qui pensent que dans une démocratie, même allant jusqu'à l'extrême limite de ses pouvoirs, on pourra un jour éradiquer complètement la délinquance, sauf à être... Et même, je n'en suis pas certain, dans une dictature qui violerait toutes les règles consubstantielles de base de nos démocraties. Donc, je crois que, comme politique pénale, on peut s'assigner l'exigence délinquance zéro, mais qu'il faut cesser de reprocher à nos ministres de l'Intérieur, quels qu'ils soient demain, de ne pas être capables de battre en brèche radicalement toute la délinquance. Il y aura toujours, malheureusement, parfois des fusillades à Marseille, à Grenoble ou ailleurs, ou des transgressions, des délits et des crimes. Donc, pour une fois, j'ai une forme de modération dans l'expression de mon désaccord. Eh ben écoutez, Françoise de Je Gois. suis assez d'accord avec ce que dit Philippe Bilger. C'est des procès, en plus on sait bien comment sont ces procès et ce pourquoi ils sont faits. On sait très bien quelle est la ficelle qui est tirée inlassablement, passionnément, désespérément, perversement d'ailleurs. Donc je suis d'accord absolument avec Philippe. On ne peut pas faire un procès permanent sur le travail de quelques ministres de l'Intérieur que ce soit sur cette insécurité. Elle existe, elle est là, mais c'est impossible d'avoir un sucré. Si, vous pouvez vivre avec des chars dans la rue, il n'y a aucun problème, avec des reconnaissances faciales, avec des délits citoyens. Vous pouvez vivre en Chine ou en Russie. C'est vrai qu'il y a un peu moins d'insécurité. Voilà. Alors, moi, je vais apporter un bémol au bémol de Philippe Bilger, parce que je suis d'accord avec lui, évidemment, c'est évident. Quand on pense par exemple à ce dramatique fait divers qui a eu lieu à Ajaccio ce week-end,
voilà, des gens qui surgissent pour aller bagarrer un autre supporter d'un club adverse et qui s'en prennent même à un enfant, malade. Aucune loi, aucun système de protection de l'État ne pourra se prémunir contre malheureusement la sauvagerie de quelques individus. Et en même temps, j'ai envie de dire, il faut quand même que la bagarre contre non seulement la délinquance, mais aujourd'hui, disons-le, la violence, absolument, qui s'immisce un peu partout dans la société, eh bien, elle soit constante. Et c'est le devoir de l'État de protéger ses citoyens. Je pense même quand même, il faut le rappeler, que c'est la légitimité même de l'État que de protéger, d'essayer de tout faire, même si le risque zéro n'existe pas, de tout faire pour protéger ses citoyens. Et c'est aussi important de le rappeler que ce que vient de rappeler Philippe Bilger, car malheureusement, il y a aussi encore des gens dans le débat public qui sont sans cesse soit à essayer de minimiser, soit même à dénier la réalité. Eh bien, vous restez avec nous, on revient dans quelques instants. On va parler de Yelé Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Doit-elle avoir le courage de ne pas utiliser l'article 40 pour défendre les droits au Parlement? En tout cas, c'est ce qu'a demandé Sophie Binet de la CGT aujourd'hui. 0826 300 300, vous avez envie de nous en parler et vous votez sur notre compte Twitter. Et je crois c'est très légèrement majoritaire, 95% de oui. De oui. La question est juste un peu biaisée, mais elle vient de la CGT. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est dans quelle un asile psychiatrique ici. Quelle ambiance de folie dans ce studio. C'est fou le mardi. Avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois et François de Rugy avec nous aujourd'hui. Et notre vraie voix du jour, Frédéric, qui nous appelle de Blagnac. Dans un instant, on va revenir sur notre premier débat. Yelé Braun-Pivet doit-elle avoir le courage de ne pas utiliser l'article 40 pour défendre les droits du Parlement? Pour l'instant, vous dites oui à 95%. Et on aimerait que les 5% nous appellent. On aimerait, ça serait intéressant. Et peut-être que c'est François de Rugy qui a voté plusieurs fois d'ailleurs. On peut voter qu'une fois, sauf si on a plusieurs comptes. Non, on plaisante. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu, ça fait avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et vos 3 mots dans l'actu sont fatalisme, déferlement et bourde. Fatalisme de Laurent Berger sur la réforme des retraites. Le match est en train de se terminer, lance le leader de la CFDT en pleine journée de mobilisation. Déferlement d'eau en Ukraine. Un immense barrage éventré dans la région de Kherson. Russes et Ukrainiens se renvoient la responsabilité. Plusieurs dizaines de villages sont évacués. Et puis la bourde du Parti social-démocrate autrichien 2 jours après avoir proclamé le résultat de son élection interne. C'est le mauvais candidat qui a été donné vainqueur à cause d'une inversion sur un tableau Excel. Les vraies voix Sud Radio. On l'a connu un peu plus déterminé qu'aujourd'hui. Le leader de la CFDT, Laurent Berger, fataliste diront certains, réaliste répondront les autres après 14 journées et 5 mois de mobilisation contre la réforme des retraites. On va voir ce qui se passe après-demain à l'Assemblée nationale. Mais au-delà de ça, on va pas se raconter d'histoire. Moi, j'adorerais vous dire qu'on est capable de refaire une mobilisation à 2 millions de personnes la semaine prochaine. C'est pas vrai parce que les travailleurs et les travailleuses, on peut pas leur mentir. Ils sont lucides. Cette réforme, elle est malheureusement promulguée et les décrets de 64 ans sont publiés. C'est une réalité. Ça veut pas dire qu'on l'accepte, mais la façon de ne pas l'accepter, elle va bouger. Ça ne fera pas les mêmes formes de mobilisation qu'on a eues jusqu'alors. Les premiers chiffres de mobilisation sont plutôt dans le bas de la fourchette. 4 000 manifestants selon la préfecture à Marseille, 50 000 selon la CGT, 8 à 50 000 du côté de Toulouse, 5 à 10 000 à Rennes ou encore 3 à 6 000 à Rouen. Du côté de Sète, dans l'Hérault, 700 personnes ont défilé et Mathilde Julien se trouvait dans le cortège avec son micro Sud Radio. Selon Nathalie, le peuple est toujours en position de force. Il y a encore trop de monde dans les rues pour qu'on puisse dire que le gouvernement est gagné. Donc non, le gouvernement n'a pas encore gagné. Ça ne faiblit pas, hélas pour lui. Anne, elle anticipe un effet boomerang dans les urnes. Ce qu'ils ont gagné, c'est le désinvestissement des gens par rapport à la démocratie, par rapport aux prochaines élections. J'ai voté Macron contre le Rassemblement national. Je n'irai pas voter aux prochaines élections. Idem pour Patrick, qui estime que le gouvernement est perdant sur le long terme. Il y a une extrême droite qui est là, présente, qui attend que ça pour prendre le pouvoir. On peut avoir l'impression de gagner un jour, mais que sur le long terme, on n'a rien gagné du tout, on a perdu. Julien veut garder le positif, le peuple a gagné en unité et s'est politisé. Déjà, on se sent remobilisé, repolitisé, on s'est tous unis, malgré nos divergences, on a plutôt cherché les convergences, donc pour moi on est gagnant. Patrice parie que la braise ne s'éteindra pas cet été et que la mobilisation reprendra à la rentrée. Le gouvernement croit qu'il a gagné, mais le peuple ne se laissera pas faire. D'autres sujets comme le pouvoir d'achat, comme les salaires, le
logement. Il y a beaucoup de sujets à venir. Je pense qu'une rentrée septembre peut être un avertissement au gouvernement. S'il se persiste dans sa position de ne pas écouter le peuple, je pense qu'il y aura un retour de boomerang un jour ou l'autre. D'ici là, les députés examinent jeudi la proposition de loi Lyotte pour abroger le recul de l'âge de départ à la retraite. Mathilde Julien à 7 dans l'Hérault pour Sud Radio. La CGT revendique cet après-midi 300 000 manifestants à Paris. Philippe Bilger, comme ce manifestant, vous pensez que le mouvement va survivre à l'été ? Je ne crois pas, mais je crains que la lucidité, le réalisme de Laurent Berger ait raison. Et j'ajoute, il y a quelque chose d'autre qui se passe, c'est le président de la République a changé un petit peu de méthode et semble en tout cas un peu remonter dans l'opinion. Et si on accorde ces deux phénomènes, eh bien, il y a peut-être quelque chose qui se profile qui n'est plus aussi catastrophique pour le pouvoir. Françoise Degois ? Moi, je pense que Laurent Berger, pas parce qu'il s'en va le 22 juin, qu'il faut qu'il fasse la casse la baraque pour les copains. Je l'ai connu plus fin que ça, Laurent Berger. Il aurait pu dire les choses tout à fait différemment. D'ailleurs, c'est marrant de voir que Sophie Binet dit que ça n'est pas plié. Moi, je crois que ça n'est pas plié en ce sens que, bien sûr, il y a encore la bataille parlementaire, même si elle risque fort d'être avortée. J'écoutais l'auditeur et je trouvais très intéressant ce qu'il disait. Tout ça va laisser des traces. Vous savez, les victoires à la Pyrrhus, ça a un sens. On peut gagner, comme ce grand roi des pires d'ailleurs. On peut gagner en massacrant tant de choses. On peut se donner l'illusion qu'on remonte de 1% dans les sondages. On peut tout ça. Mais ça n'est pas le réel. La réalité, c'est que ce pays est encore extrêmement opposé à cette réforme des retraites, que ce gouvernement et cet exécutif ont envoyé des signaux très moche sur le plan démocratique. On peut en ricaner, on peut dire l'essentiel et que ce soit passé. Eh bien non, tout ça va laisser des traces extrêmement profondes pour notre malheur à tous. François de Rugy ? Moi, je crois que les Français ont, dans leur grande majorité, été à la fois opposés à ce projet de réforme des retraites et ont envie de passer à autre chose. Parce qu'on ne peut pas vivre éternellement dans la contestation. Il n'y a que des gens très politisés, très syndiqués, qui sont dans le combat politique et syndical permanent, et encore, qui peuvent vivre dans le combat permanent, dans la manif permanente, dans la grève permanente. D'ailleurs, ça n'a pas été fait. Les organisations syndicales ont eu la prudence de ne jamais lancer de mot d'ordre de grève illimitée, de grève générale. Après, ça laisse des traces, évidemment. Et par ailleurs, ça réduit aussi le capital, si on peut parler ainsi, d'Emmanuel Macron et de son gouvernement pour réformer sur d'autres sujets. Ça, c'est vrai aussi. Et donc, c'est vrai que les 4 années qui viennent de mandat, est-ce qu'il y aura de nouveau une réforme importante comme celle-là? On peut se poser la question. Et le deuxième mot, Philippe. Barrage, celui qui a été détruit en Ukraine dans la région de Kherson. 80 localités inondées ou ont été évacuées ou sont en train de l'être selon les autorités ukrainiennes. La compagnie nationale de chemin de fer a affrété des trains. Ces évacuations se font sous les bombardements continus de l'artillerie russe selon le ministère ukrainien de l'Intérieur. Les deux parties se renvoient la responsabilité. Selon la Russie, ce sont des frappes ukrainiennes qui auraient détruit le barrage situé en zone sous contrôle russe. Impossible, répond le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il est physiquement impossible de faire sauter le barrage d'une manière ou d'une autre de l'extérieur avec des bombardements. Il a été miné par les occupants russes qui l'ont fait exploser. Selon Volodymyr Zelensky, ce barrage de Kakhovka se trouve 150 km en amont de la centrale nucléaire de Zaporijia qu'il servait à refroidir. Mais pas de risque nucléaire à ce stade selon l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et comme nous l'explique Emmanuelle Galichet, enseignante-chercheuse en physique nucléaire au Conservatoire national des arts et métiers. Elle est en amont et elle est aujourd'hui arrêtée. 5 des 6 cœurs sont en arrêt à froid total, un dernier cœur en arrêt à chaud. Donc elle ne produit plus d'électricité, donc il n'y a plus de problématique très forte de refroidissement. Il faut encore refroidir, bien sûr, mais aujourd'hui on n'est pas dans une problématique de sûreté nucléaire. Elle est refroidie par les eaux du Dniepr, hein ? Elle est refroidie par plein de circuits. Il y a beaucoup de redondance, ça veut dire qu'il y a plusieurs circuits de refroidissement. Le lac du Dniepr, justement, cette retenue d'eau, est une des sources de refroidissement de la centrale, mais pas la seule. Emmanuelle Galichet, chercheuse en physique nucléaire au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. En tout cas, selon l'Ukraine, cette destruction aura pour effet immédiat de de retarder le déclenchement de sa contre-offensive en inondant la région. Et troisième mot, cette bourde du Parti socialiste, du social-démocrate autrichien. Oui, une bévue informatique. La gauche autrichienne s'est trompée de vainqueur, tout simplement.
le Parti social-démocrate. Au moins, elle a un vainqueur. Alors, il avait annoncé un vainqueur, en tout cas il y a 2 jours, sauf qu'il avait inversé les résultats des 2 candidats en raison de l'erreur technique d'un salarié dans le tableau Excel. Le résultat a été inversé, déclare en conférence de presse la chef de la commission électorale, visiblement mal à l'aise, embarrassée. Le candidat malheureux avait célébré sa victoire tout le week-end, convaincu d'avoir remporté 53% des voix. Dans un journal aujourd'hui, il se disait même persuadé d'accéder à la chancellerie. Bon, finalement, face à ce chaud froid, il a décidé de se retirer de la vie politique. Quant au vainqueur, il reste prudent et demande un recomptage quand même au cas où. C'est pas en France que ça serait arrivé, ce genre de choses. C'est jamais arrivé dans un congrès du Parti Socialiste. Et c'est jamais arrivé non plus à droite avec le Fillon et la Cocoé, tu t'en compte? Même dans des vraies élections. Moi, j'ai connu des élections où le préfet s'était trompé dans la proclamation des résultats et pendant plusieurs jours, on a cru que quelqu'un qui était qualifié pour le 2e tour ne l'était pas en réalité. On a tout de même le droit d'exprimer ses préférences. Non, tu sais, c'est la phrase. Attendez, mais je pense à un truc, c'est pour ça que j'ai pas eu mon bac alors. Tu connais la phrase célèbre de Pasqua? J'ai été victime d'une erreur de notation, non pas de notation, de transmission à l'époque par le Minitel, et on m'avait mis 8 et ma mère, qui n'y croyait pas, est allée vérifier et c'était 18. Vous connaissez la phrase célèbre de Pasqua? Vous connaissez la phrase célèbre de Pasqua? On est en retard. En Corse, ce sont pas les morts qui votent, on ne fait qu'accomplir leur dernière volonté. Voilà. Allez, vous restez avec nous, on revient dans quelques instants, on va revenir sur cette manifestation du 6 juin et surtout, Yaël Braun-Pivet doit-elle avoir le courage de ne pas utiliser l'article 40 ce sera le 8 juin pour défendre les droits au Parlement de cette réforme des retraites. Et on fait un petit point et vous nous appelez 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue. On fait un petit point tout de suite. Chers amis, merci en tout cas de votre fidélité tous les jours. Il y a une bonne équipe aujourd'hui, une bonne équipe avec bien sûr Philippe Bilger, avec Françoise Degois et avec François de Rugy. Et puis Frédéric, notre vraie voix auditeur qui nous appelle de Blagnac dans la Haute-Garonne. Il fait beau dans la Haute-Garonne, non? Oh oui, il fait toujours beau. Toujours beau. Bien sûr, c'est ça. C'est très vert et il fait donc toujours très beau. Ça c'est sûr. En tout cas, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. J'appelle solennellement Yaël Braun-Pivet à être responsable, à garantir les droits du Parlement et à ne pas mobiliser cet article 40. Ce gouvernement utilise toutes les procédures, toutes les règles, jusqu'aux zones grises pour ne pas voter. Voilà, c'est ça l'objectif. Si chacun assumait ses responsabilités, cet article 1 n'aurait pas dû être discuté puisque, étant contraire à l'article 40, le président de la Commission des Finances aurait dû se prononcer en ce sens. Ce serait un usage abusif de cet article 40 par la présidente de l'Assemblée nationale. Je trouve ça dingue parce que c'est l'application de la loi et de la règle. Je prendrai mes responsabilités, c'est la raison pour laquelle je suis présidente de l'Assemblée nationale. Il ne doit pas y avoir de débat sur cet article qui est clairement anticonstitutionnel. Si elle mobilise dans les 48 heures l'article 40, je pense qu'elle perd toute autorité. Et donc, à 2 jours de l'examen de la proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, le groupe Liot a déposé un amendement pour réintroduire dans le texte de l'article 1 la loi portant sur l'âge légal de départ à la retraite. Seulement, l'examen du texte pourrait ne pas avoir lieu si la présidente jugeait l'amendement irrecevable financièrement et utilisait l'article 40 de la Constitution pour empêcher le vote au Parlement. Un choix assez complexe qui s'impose, Philippe. Oui. Un dilemme terrible pour la présidente de l'Assemblée nationale, soit utiliser l'article 40 de la Constitution pour empêcher le vote à l'Assemblée, ça satisfera la majorité présidentielle, mais ça fera encore augmenter la colère, ou tirer, vous me passerez l'expression, contre son camp, et regagner de la popularité, mais créer une fracture inéluctable avec le chef de l'État et la majorité. Cruel dilemme, terrible dilemme. Mais pour vous, qu'est-ce qu'elle doit faire, Yaël Braun-Pivet? Elle doit aller selon sa conscience, selon ses idées, ou selon ses intérêts politiques. Dans tous les cas de figure, appelez-nous au 0826 300 300. En tout cas, sur notre compte Twitter, vous dites qu'elle doit avoir le courage de ne pas utiliser cet article 40. Et vous dites oui, il y a plus de 95%. Et pour en parler, notre invité Luc Gras est avec nous, politologue. Bonsoir Luc. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Luc, vous êtes une vraie voix, donc vous connaissez le principe. Tour de table d'abord avec Philippe Bilger. Est-ce que c'est un vrai dilemme pour je crains, la ma présidente. chère Cécile et Philippe, qu'elle ne soit plus dans un dilemme, que pour elle, il n'y a plus l'ombre d'un doute. Elle considère que faire respecter l'article 40, c'est faire respecter la loi. Alors, sous le contrôle des spécialistes, la seule chose qui pourrait s'opposer
opposé à cela, c'est le fait, a-t-il semblé, que jamais on a mis en œuvre l'article 40 pour des propositions de loi, sauf une seule fois, et que évidemment, si on le mettait en œuvre pour les propositions de loi, il est évident que, à la limite, plus aucune proposition de loi ne pourrait être déposée. J'ajoute qu'elle pourrait, évidemment, si elle était en effet dans le dilemme, se dire qu'il y aurait peut-être un désastre démocratique, à défaut, évidemment, d'une violation de la Constitution. Mais ça... Françoise Degois. Écoutez, il faut arrêter de faire de Yael Braun-Pivet une héroïne qui serait face à son destin. Le choix de Sophie, le choix de Yael, le choix, elle l'a fait depuis longtemps. Elle avait la possibilité de s'opposer. D'ailleurs, elle a eu des velléités de le faire. Et puis, je pense que la pression a été forte et que c'est pas quelqu'un qui résiste difficilement à la pression. Yael Braun-Pivet, c'est la personne qui a enterré la commission Benalla. C'est la femme, la présidente qui a fait savoir qu'elle s'opposait au 49.3, mais qui l'a quand même accepté. Donc, je veux bien qu'on envoie des signaux en disant, là, je suis pas d'accord, mais non, maintenant, elle est plus royaliste que le roi, elle est plus article 40 que l'article 40 lui-même. Il y a zéro dilemme. Elle va jusqu'au bout d'une logique partisane. C'est à peu près normal. Ce système de la 5e présidentielle, rend fou tout le monde et fait perdre toute émancipation. Il faut être très fort pour s'émanciper en tant que président de l'Assemblée nationale. François de Rugy en sait quelque chose. Il n'a jamais réussi à le faire. Et d'ailleurs, il n'en a jamais eu envie. Donc, voilà. L'affaire est entendue, mais la réalité, c'est que là encore, voilà, moi je crois pas que ce soit une présidente à la hauteur. François de Rugy, justement, c'est pas le choix. Yael Braun-Pivet, c'est pas le choix du président, donc elle pourrait très bien s'émanciper. Oui, pas c'est vrai. La question qui est posée sur Twitter, et on pourrait la reformuler d'une autre façon. Bien sûr, allez-y. C'est est-ce que parce que nous on a cherché au mieux. Hein. Est-ce que elle est excellente d'ailleurs. C'est simple. Est-ce que la présidente de l'Assemblée nationale ou un président de l'Assemblée nationale en général, quel qu'il soit, respecter la Constitution, doit avoir le courage de faire respecter le règlement. Parce que moi, je peux en parler d'expérience. C'est que quand on est président ou présidente de l'Assemblée nationale, on est sans cesse soumis aux pressions de la majorité, des oppositions des uns et des autres, qui voudraient toujours que le règlement aille dans leur sens. Or, il faut bien qu'il y ait quelqu'un dans une assemblée, sinon c'est le bordel, en effet. Sérieux, il faut qu'il y ait quelqu'un qui applique les règles. Et maintenant, on va en reparler 2 secondes des règles. De quoi on parle? On parle du fait que les propositions de loi qui sont inscrites en effet à l'ordre du jour par les groupes, majorité ou opposition, elles sont inscrites librement. Mais elles ne sont pas comme ça exonérées de cette question, qui n'est quand même pas une petite question de procédure, de savoir combien ça coûte. Non mais ça va, écoute, je peux quand même finir, en plus avec les propos insultants qui viennent d'être tenus sur le fait que je ne me suis pas émancipé. C'est moi qui ai fait en sorte qu'il y ait une vraie commission d'enquête sur l'affaire Benalla en direct sans attendre le mois de septembre, contrairement à ce que souhaitait à l'époque un certain nombre de gens qui s'abritaient derrière le règlement, et j'ai utilisé une autre disposition du règlement. Donc moi, quand j'étais président de l'Assemblée nationale, je faisais appliquer le règlement et rien d'autre. Et c'est normal que la présidente actuelle le fasse de la même façon. Et elle ne sera pas populaire, ni auprès de la France Insoumise, ni auprès des syndicats. Mais les syndicats, ils n'en ont rien à faire des règles de l'Assemblée. C'est normal, c'est pas leur sujet. En revanche, la présidente de l'Assemblée nationale ou les députés, ils doivent en avoir quelque chose. Bah oui, parce que je sais que pour m'imposer, il faut parler fort et continuellement politique. Je connais les méthodes, en effet, des AG syndicales. Mais l'Assemblée nationale, c'est pas une AG d'étudiants, c'est pas une AG à Nanterre dans une fac, c'est une assemblée avec des règles. Parce que s'il n'y a pas de règles, c'est la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, c'est justement la loi de celui qui crie le plus fort dans l'Assemblée. Dieu sait s'il y en a qui s'y essayent. Et donc, il faut faire respecter des règles. Et c'est normal qu'une proposition, un article de loi qui pourrait être voté comme ça, avec peut-être, personne ne le sait, 15, 16, 17, 18 milliards de coûts, eh bien on dit non. À un moment donné, c'est pour ça que l'article 40 de la Constitution, depuis 1958, existe et n'a jamais été modifié. Et il n'a jamais été utilisé, sauf une Mais bien sûr que c'est utilisé sans cesse. 10% des amendements en moyenne sont rejetés au titre de l'article 40 et 10% au titre de l'article 45. Écoute-moi, François, j'ai tant de mauvaise foi, mais tu... Mais bon, t'as raison. Hein. Luc Gras. Luc. C'est ton travail. Oh, François. Non, mais c'est son travail. Les règles. Luc Gras. Luc. Bon, alors, plusieurs choses. Tout d'abord, c'est vrai que je crois que la question du dilemme terrible est effectivement dépassée, comme le disait le sage Philippe Bilger, parce que manifestement, la présidente actuelle a tranché. Premier point.
Deuxième point, je trouve que c'est vrai que c'était pas très, très agréable par rapport à François de Rugy, la remarque de ma chère Françoise, parce que ça a été un des présidents qui a proposé à plusieurs reprises de réformer le fonctionnement du Parlement. Non, mais quand vous parlez Françoise, les gens vous croient, donc c'est pour ça que... Non, mais je pense pas que ce soit une grande victime, François de Rugy. Allez, je pense pas que c'était une blague. Sur le fond de l'article 40, c'était vraiment une blague. Donc, je parle sous l'observation d'un ancien président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se passe ? Toute proposition de loi a des implications financières, en tout cas quasiment toutes, et par contre, sauf les changements de nom, des choses comme ça, mais en grosso modo, il y a beaucoup de propositions de loi qui ont des implications. Il n'est pas juste de dire qu'il n'est jamais utilisé. Là, François de Rugy a complètement raison. On sort très souvent l'article 40, avant même, donc les députés rédigent leurs propositions de loi et très vite sont frappés, l'argument de l'irrecevabilité fait qu'ils ne sont pas inscrits à l'ordre du jour. Oui, voilà. Mais la vraie question, c'est que on voit bien que c'est compliqué parce que d'une part, le législateur a souhaité, par la réforme de 2008, permettre à des niches parlementaires permettant une fois par mois à l'opposition de présenter des textes. Et de l'autre côté, parallèlement, on leur interdit quasiment d'aller au bout des textes parce que comme il y a des implications financières, surtout les textes proposés, on voit bien que c'est dans la nuance, comme disait Goethe, c'est dans la nuance de l'exercice de l'article 40 qu'on doit sous-peser les choses. C'est-à-dire que tout a des implications financières. Est-ce qu'on peut se permettre, au nom de la démocratie, de bloquer le processus initié par Lyotte en sortant, dès lors qu'ils ou la NUPES, dès lors qu'ils vont sortir le retour aux 64 ans, l'argument de l'article 40 pour ne même pas discuter de la proposition? C'est vrai qu'il faut prendre un peu de recul. Sur le court terme, on peut le comprendre. Sur le long terme, ça fait quand même, c'est un peu embarrassant dans le cas du fonctionnement de nos institutions. D'ailleurs, plusieurs autres personnalités ont proposé purement et simplement de supprimer cet article 40, tant il entache le processus parlementaire d'une sorte de petit déni de démocratie. Vous pensez, tiens, comme on est la radio du rugby, qui a l'esprit et qui a la règle, tant pour l'arbitrage que pour les arbitrages de la présidente de l'Assemblée nationale, appelez-nous au 0826 300 300. Philippe Bilger, vous voulez répondre? Est-ce que ma question, elle est pour Luc et pour François? Moi, encore une fois, je n'ai pas la connaissance de la procédure parlementaire dans le détail. Est-ce qu'il peut exister des propositions de loi qui ne soient pas battues en brèche par l'article 40? Ça peut exister. Bien sûr, il y a des propositions de loi, notamment par exemple tout ce qui touche au droit pénal, qui n'ont pas d'impact budgétaire au titre de l'article 40. Je voudrais quand même juste rappeler en termes de procédure, parce qu'à chaque fois on a une mémoire qui s'arrête à l'instant T. Mais au départ, la proposition de loi, elle a été inscrite. Oui. Elle va en commission. C'est son cheminement normal. Elle est renvoyée devant la commission concernée. Là, normalement, le président de la commission des finances, puisque c'est son rôle, doit dire si elle est recevable au titre de l'article 40 ou pas. Déjà, il y avait le débat à ce moment-là. Le président de la commission des finances, dont tout le monde sait qu'il est de la France insoumise, a dit mais pour moi il n'y a aucun sujet. Bon, il a quand même fait un argumentaire de 6 pages. Ça ne devait pas être si évident que ça à la première lecture, parce que expliquer que passer de 64 à 62, ça n'a pas d'impact financier, ou que ça peut être traité par la hausse des taxes sur les tabacs, c'est pas sérieux, tout le monde le sait très bien. Et d'ailleurs, l'article 2 de cette proposition de loi disait le financement de la mesure est renvoyé à une conférence sociale. Et à ce moment-là, la commission a voté. La commission a voté sur cet article 1. Il s'est trouvé 38 voix contre 34 à la commission. Je rappelle que la majorité a 32 voix au sein de cette commission. Donc elle a reçu le soutien de 6 députés de l'opposition, en l'occurrence LR, pour voter avec elle contre cet article 1. Et donc, ça, c'est la règle. L'article a été supprimé en commission. Les oppositions cherchent à le remettre en séance. C'est aussi la règle. À ce moment-là, l'amendement est soumis à la recevabilité au titre de l'article 40. Et à ce moment-là, ce qui a toujours été le cas, un député qui n'est pas content d'une décision du président de la commission des finances peut demander à la présidence de l'Assemblée nationale de se prononcer. C'est ce qui a été fait, ou ce qui va être fait demain. Et c'est dans ce cadre-là que ce sera déclaré irrecevable. Ce qui n'empêchera pas d'avoir le débat, vous le voyez bien. Oui. Et et j'aimerais bien connaître d'ailleurs l'avis de notre professeur de droit ou de droit constitutionnel, politologue, pardon. On peut quand même se poser la question, et c'est un vrai sujet parce que ça ne s'était jamais produit, de savoir si c'est
concevable dans une démocratie que quelques semaines après la promulgation d'une loi, on propose déjà de l'abroger par une autre séance à l'Assemblée. Et si on pouvait faire ça tout le temps. Imaginons par exemple que le mariage pour tous en 2013, à peine promulgué, LR à l'époque ait fait une proposition de loi et ait remis dans le bastringue le fait de dire « Ah ben non, on va l'abroger ». Ça veut dire qu'il n'y aurait plus aucun ordre juridique sécurisé dans notre pays. Et donc, comme les gens ne sont pas capables de le faire par responsabilité, ça veut dire qu'un jour, il faudra le mettre dans la règle, de dire on ne peut pas remettre au vote une disposition qui a fait l'objet d'un vote. Allez, François, et ensuite on va au standard. Parce qu'après, on part au standard, ça réagit beaucoup. Honnêtement, franchement, François, vous pouvez faire de la technique autant que vous voulez. Si, les règles. On peut se cacher derrière la règle. La réalité, c'est que vous avez tous peur d'un vote qui serait favorable. D'ailleurs, on ne sait même pas si c'est favorable. Mais le vote en commission a été fait de manière, en plus de ça, avec les Républicains qui ont été interchangés au dernier moment pour être sûr. Vous pouvez pas faire, François, et c'est ça qui est détestable, je vais vous le dire. Vous pouvez pas faire, c'est pas vous qui êtes détestable, vous ne pouvez pas faire comme si on n'était que dans la technique, comme si nous étions que dans la règle, comme s'il était naturel. Bien sûr que cet article 40, il est utilisé, et Lugrin, c'est sympathique de rappeler qu'il est utilisé, mais il n'est jamais utilisé quand on a au bout des choses, il est utilisé avant, et quand on est dans ce processus-là, c'est Éric Woerth qui s'en est autosaisi une seule fois, donc ne jouez pas avec les mots, ne faites pas passer les oppositions de droite comme de gauche pour des andouilles. La réalité, c'est que vous ne voulez pas que ce texte soit voté, vous avez peur qu'il le soit, ce qui serait évidemment une claque politique. Mais moi, j'ai vraiment du mal à ce que vous compreniez pas que c'est assez simple. J'ai vu Aurore Berger ce week-end par un hasard d'avion, et je lui ai dit mais laisse voter les gens, Aurore. On a voté en commission. Je lui ai dit mais laisse voter les députés. C'est le seul moyen de purger la chose. Allez François, 0826 300, Frédéric 300, pardon, j'en ai oublié un. Frédéric est avec nous de Blagnac. Une réaction, Philippe. Notre voix du jour. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'elle devrait utiliser l'article 40 ou pas, Yael Braun-Pivet? Alors, moi, ce que j'en pense, c'est que déjà, c'est des sujets qui sont un peu éloignés de la réalité du quotidien de tous les citoyens. On a un petit peu du mal à se retrouver. Mais je ferai une différence entre le 49.3 et l'article 40. Voilà. Là, en fin de compte, nous sommes sur un sujet qui va entacher non seulement notre présent des retraités, mais également les futurs retraités et nos enfants. L'article 40, c'est vraiment pour dire, attention, ce que vous allez proposer va mettre en péril le budget et les recettes dessus. C'est pas le bon sens, je veux dire, de la loi. Donc, devant, je dirais, la difficulté, j'aurais tendance à dire oui, il faut le voter parce qu'on ne va pas prendre le risque de se prendre encore 18, 20 milliards ou autre, peu importe les sommes de déficit sur le budget, qu'on ne sait pas comment compléter. Les propositions qui sont faites par le groupe Lyotte, on ne peut éventuellement la refuser que s'il y a des gages, et les gages qui sont donnés aujourd'hui ne sont pas sérieux. Et en plus, les gages qui vont être donnés vont m'être donnés en plus, je vais en être un contributeur exemplaire, puisque ça va être sur le tabac. Étant fumeur, encore une fois... Ah ben oui, moi aussi. Mais moi je veux bien. Encore une fois, en fait, compte, on va tout simplement détourner la source de prélèvement de revenus sur des personnes, sur le tabac, sur d'autres choses. Donc, c'est une manière déguisée d'aller reprendre de l'imposition. Après, c'est pas mal pour la santé. Après, c'est... Frédéric, est-ce que vous êtes, de toute façon, vous êtes pour cette réforme, au départ, ou pas? Parce que j'entends bien ce que vous dites, 49.3, c'est pas comme 40. Vous dites, est-ce que vous êtes pour cette réforme? Alors, je suis pour un équilibre des retraites. C'est-à-dire que, de toute façon, il faut trouver des solutions. On le sait depuis la nuit des temps. Il est centriste, lui. Voilà. Non, c'est pas centriste. Non, mais vous êtes pour ou contre la réforme? C'est assez simple. C'est assez simple, vous êtes pour ou contre? Non, mais je vais vous répondre, et je vais vous répondre dans ma profession. D'accord? Dans ma profession, j'examine le sujet des retraites depuis plus de 40 ans. Depuis plus de 40 ans, on n'arrête pas de dire que, de toute façon, on va avoir un temps soit peu un déficit, et notamment avec le baby boomer, les papy boomers, etc. Il faut trouver des solutions. Donc, de toute façon, il va falloir trouver des solutions, quelles qu'elles soient. Est-ce qu'il faut qu'on allonge la durée de travail, ou est-ce qu'il faut qu'à un moment donné, on augmente les cotisations, ou alors à un moment donné, il n'y a pas de 36 solutions. Est-ce qu'on doit réduire les prestations? Il faut trouver des solutions. Il faut trouver Frédéric, pardon, parce qu'on a plus beaucoup de temps. Le mot de la fin avec Luc Gras. Je suis désolé, Frédéric, parce que ça passe tellement vite. Luc, le mot de la fin peut-être? Le mot de la fin, c'est que d'abord, ce que la loi a fait, une autre loi peut le défaire, pour répondre à la question tout à l'heure. Ça, c'est clair, et il n'y a pas de délai par rapport à ça. Le problème, et on le sent bien, et François de Rugy le sent bien aussi, parce que c'est un démocrate, c'est quelqu'un qui est habité de cela. On voit bien le problème qu'on a dans ce sujet-là. Constamment, depuis le mois de janvier, 2 Français sur 3, comme aurait dit Giscard d'Estaing, 2 Français sur 3 sont contre
la retraite à 64 ans, parce qu'ils voulaient une réforme non pas sur la quantité de travail, mais sur la qualité du rapport au travail. Donc la Constitution, elle repose sur un parlementarisme rationalisé visant à contraindre une majorité récalcitrante, comme ça a toujours été le cas. Aujourd'hui, on passe du mot contrainte au mot contrer à travers l'utilisation successive et astucieuse et habile du 49.3, du 44, du 47, etc., etc. Donc le sujet de fond, c'est la démocratie, c'est le fonctionnement d'une démocratie moderne en 2023. Merci. Il ne faudrait pas que pour une économie de 10 milliards à peu près à l'arrivée, et avec tous les soucis, les remous que ça fait dans le pays, le président Macron demeure celui qui n'a pas contribué au bon fonctionnement démocratique. Merci beaucoup, merci Luc en tout cas d'avoir été avec nous, politologue. Merci beaucoup, restez avec nous dans un instant, on se détend comme d'habitude, c'est le quiz de l'actu. Qui c'est qui l'a dit, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. La suite des vraies voix, chers amis, avec Philippe Bilger, avec Françoise de Gois et François de Rugy, et bien entendu Frédéric qui nous appelle de Blagnac. Frédéric, on voit carrément tout de suite, voilà, le choix. Le choix du roi pour vous, c'est quoi ? Un garçon, une fille, mais il faudra qu'on en choisir un. Françoise. Ah, tu vas lutter contre moi. D'accord. Tu peux, je suis pas très en forme. J'ai passé un week-end où j'ai pas trop écouté les choses, donc je suis faible aujourd'hui. Et elle va gagner, ça va nous énerver tous. Allez, c'est parti. C'est une question. Alors, qui c'est qui l'a dit ? Emmanuel Macron ouvre grand les portes à l'extrême droite. François Ruffin. Non. Sophie Binet. Oui, bonne réponse de Françoise de Gois. Sophie Binet. Sophie Binet. La dernière fois que j'étais venu, c'était Philippe Martinez. Il faut que je remplace par Sophie Binet et puis on va y arriver. 2-0 pour Françoise de Gois. Second, qui c'est qui l'a dit ? Qui c'est qui l'a dit sur Olivier Faure ? Un premier secrétaire ne devrait pas être un premier sectaire. Nicolas Mayer-Rossignol. Bonne réponse de François de Rugy, le maire de Rouen. J'ai vu qu'il s'échangeait des amabilités. Alors j'ai oublié les surnoms qu'il donne. Le de la Paëlin à Montpellier. Le maire de Rouen, effectivement. Qui c'est qui l'a dit ? Je suis d'accord avec Madame Borne que le RN est l'héritier de Pétain. Je sais pas. Dupond-Moretti. Bruno Le Maire. Non. Ah oui, attends. Il n'est pas au gouvernement. Il n'est pas au gouvernement. Non, c'est Édouard Philippe. Non, il n'est même pas au Olivier Faure. Non. Il part fin juin. Laurent Berger, bien sûr. Oui, bien sûr. Là, je mets un seul point, parce qu'il part. Un gros indice. Non, c'est vrai. En plus, je me souviens. Il l'a dit ça. Oui, il l'a dit. Mais peut-être que je vous annonçais. Très bonne interview. Peut-être que je vous annonçais le départ d'un ministre. J'ai toujours bien aimé. Qui c'est qui l'a dit ? Et à mon avis, je le disais à Cécile, ça peut être en lice pour le prix de l'humour politique 2023. Qui c'est qui l'a dit ? Ça n'a pas de sens de faire des choses qui n'ont pas de sens. Ségolène Royal. Non. Oh, c'est pas loin. Elle aurait très bien dû faire ça. Ça a été dit aujourd'hui. C'est une femme. C'est Go, non ? Non. Clémence Guettet. Binet encore. Non, femme c'est politique. Femme politique. Valérie Pécresse. Regarde, Anne Hidalgo. Bonne réponse, Anne Hidalgo. Pardon. Oui, Anne Hidalgo, ça n'a pas de sens de faire des choses qui n'ont pas de sens. Ça m'a rappelé cette phrase de Georges Marchais. Nous, communistes, nous n'avons jamais changé, nous ne changerons jamais, nous sommes pour le changement. Non, mais c'était. Non, mais tu sais, à faire n'importe quoi, on devient n'importe qui aussi. Frédéric, avoir une explication de texte sur cette phrase d'Anne concernant la situation à Paris. Oui, c'est ça. On en parlera. Ça va, Frédéric ? Oui, très bien. Pour l'instant, on n'est pas bien. On n'est pas bien. 5-2. En fait, Frédéric est trop sérieux pour participer à ce jeu. 5-2. Vous avez 5 points. Et nous, on est ensemble avec François. Non, et on y va. On y va. Ah, mais je croyais qu'il avait pris François. Non, c'est Françoise de Gois. Qui c'est qui l'a dit ? On est dans le chaos migratoire, il faut le régler en changeant de cadre, pas avec des mesurettes. Édouard Philippe. Non, bonne réponse de Philippe Bilger. Philippe, exactement, Bruno Retailleau. Ce matin au micro de Benjamin Glaise. Exactement. Qui c'est qui l'a dit ? Il faut que les réseaux sociaux agissent parce qu'ils pourrissent la vie de trop nombreux jeunes. Il faut que les réseaux sociaux agissent. C'est Papendiaï. Bonne réponse, Papendiaï. Frédéric l'avait dit dans le casque. Frédéric l'a dit aussi. Ça y est. Bravo, Frédéric l'a dit avant vous dans le casque. Il l'a dit avant moi. Et dernière question, les amis. Qui c'est qui l'a dit ? Monsieur Darmanin est une espèce de ministre du Rassemblement national à l'intérieur du gouvernement macroniste et rien d'autre. Jean-Luc Mélenchon. Bonne réponse. J'ai gagné sur le fil. Il fallait un spécialiste de l'outrance. Elle est vraiment
Combien? Un score de tie-break, 7-6. Voilà, 7-6. Est-ce que je peux avoir des applaudissements ou ça Oui, vous, allez, ça vous bravo, Nous, on est sympa. Moi aussi, je suis sympa. Sans avec les gens sympas. Bientôt, elle vous fait de finesse et mes bravos et mes acclamations, comme dans la folie des grandeurs. Je Mais vous en prie. quelque part, elle a raison, c'est de bonne guerre, il faut qu'on le Non, fasse. mais regardez les mines. Non, ce qui me fait le plus plaisir dans cette histoire, c'est pas d'avoir gagné, c'est vos mines dépitées. Ça Moi, me je fait... suis fière de vous, François. Oui, non. Vous regardez vos feuilles, vous êtes dépité. Non, pas du tout. Moi, je suis fière de vous. Non, mais moi, je absolument. soutenais Frédéric. Ça ne durera pas longtemps, je suis fière de vous. Il avait Allez. tenu des propos d'une telle sagesse sur les retraites. Pour une fois, il y avait un macroniste parmi nos auditeurs. On le Non, garde. un homme de Allez. chiffre, un homme de chiffre, un macroniste. Non, non. Les amis, on y va. Dans un instant, le coup de cœur pour l'Espagne de En Philippe blague. David et coup de gueule pour la France. Et puis on parlera de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est important avec aussi notre coup de projecteur. Réchauffement climatique, sécheresse. Faut-il repenser urgemment notre usage de l'eau? Vous nous répondez sur notre compte Twitter. C'est un grand oui de la part de François de Rugy. Allez, à tout de suite. On revient dans un instant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour cette deuxième heure des Vraies Voix. On est ravis de vous retrouver. Philippe Bilger est avec nous. Ça va, Philippe? Tout va bien? Très bien. Vous êtes heureux? Ah, mais très. Entre la Françoise de Goa et entre le François de François de Rugy. Rugy, oui. On s'entend très bien. On dit en général, c'est Philippe Non, je veux dire Stendhal. politiquement parlant, c'est Ah ça. oui, Mais Vous êtes c'est très équilibré ce C'est très- plateau. absolument. C'est assez rare. On recherche le bonheur, mais on le trouve jamais. Ici, on l'a. Voilà, et on vous le donne. Comme c'est bien dit. Il faut qu'on invite Stendhal. Oui, il est Ne très sympa, laissez il a pas mis- croire il a qu'il changé. existe encore. T'as son 06 ou quoi, Stendhal? Stendhal, tu es le bienvenu. D'ailleurs, les couleurs de la radio sont rouge et noir. Et si tu veux, et Mozart, tu peux venir aussi. Hein. Voilà. Il est hyper sympa, quel ce est le type. Stendhal Il fait de des 2023, trucs. voilà, la Ah là là. Mozart. Ah, quel talent, quel talent. La flûte enchantée, c'est pas mal. Mais hein, j'ai t'as entendu, dîné là avec lui la semaine dernière, il vous embrasse d'ailleurs. Ah, c'est sympa. Allez, Et- ça serait- On ça a serait- assez pipeau ici. Oui, alors on appelle plutôt Papageno. Ouais. Die Zauberflöte. Moi, je suis assez contente. Je voudrais rappeler à 18h08 Oui. qu'une nouvelle fois, j'ai encore gagné le C'est qui n'a dit qui est malgré. De justesse, ma chère oui, bah, Françoise. celle-ci, c'est les plus Mozart à belles- C'est qui a c'est dit, les quand même, plus hein. belles Parfois, victoires. j'entends pas. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un dans les starting blocks. On se disperse. Vous restez avec nous. En tout cas, on est ravis de vous retrouver. C'est les Vraies Voix jusqu'à 19h tout de suite. Le coup de cœur de Philippe David et le coup de gueule de Philippe David en même temps. Les vraies voix Sud Radio. Et un coup de cœur pour l'Espagne et un coup de gueule pour la France. Oui, Ou Cécile. contre la France, je Oui, ne sais pas. le moins qu'on puisse dire est qu'en Espagne, les voyous du football sont durement sanctionnés et c'est tant mieux. Par exemple, les 4 personnes qui avaient pendu un mannequin à l'effigie de Vinicius Junior, le joueur brésilien du Real Madrid, ont été condamnés à 60 000 euros d'amende et 2 ans d'interdiction de stade. 60 000 divisé par 4. Hein. Ah ouais. Ça fait 15 000 Bah, chacun, quand même. c'est déjà pas mal. Pour les cris racistes commis lors du même match Valence-Real Madrid contre le même Vinicius Junior, les 3 abrutis identifiés ont été condamnés à 5 000 euros d'amende et à 1 an d'interdiction de stade. Dans le même temps, en France, le crétin qui est allé bousculer un joueur de Rodez qui venait de marquer contre Bordeaux est ressorti libre après avoir été mis en examen et sera jugé fin novembre. Enfin, pour finir, les lâches qui ont frappé un gamin de 8 ans atteint d'un cancer et ont brûlé son maillot de l'OM à Ajaccio sont toujours libres puisqu'aucun n'a été arrêté. Alors, quel que soit X, je peux vous affirmer que tant à Bordeaux qu'à Ajaccio, les peines seront beaucoup moins lourdes qu'à Valence ou plutôt à Valencia comme c'est en Espagne. Malheureusement pour le football français, comme dirait la chanson, que viva Espagne. Ouais, avec un petit bémol, c'est qu'il était temps que la Liga se réveille, parce que tu sais très bien, toi qui aimes tellement le foot, que la Liga, exactement comme la Fédération italienne de football, parle beaucoup, mais agit quand Agit même moins. assez plus. Mais là, ils ont agi. Et voilà. Non, mais parce qu'il y a eu, si tu veux, il y a eu une émotion planétaire sur cette histoire, en tout cas dans la planète foot. C'était tellement dingue, tout un stade qui se met à imiter les singes, c'est effrayant. C'est horrible. Mais on est d'accord. Donc, la Liga a tellement eu, on l'a tellement mis, si tu veux, sous le nez, son silence depuis des années. L'Italie, c'est exactement pareil. Voilà. Donc, je ne décharge pas la France. Je dis simplement que c'est très bien que la Liga ait réagi. Philippe Et Bilger. puis, je trouve normal, Philippe, aussi grotesque a été le comportement de ce spectateur bordelais qu'on l'ait pas mis en prison tout de suite. Pas exagéré quand même. Bah, moi, ça m'aurait pas posé de problème. Non, Il a mais agressé un vous- joueur, il n'y a pas de mais problème. rien ne vous pose de Non, problème ça en va. matière de foot. Mais Parce que imaginez qu'il aurait eu un couteau, Mais à un qu'il ait eu moment un donné- couteau et qu'il ait planté Non, quelqu'un, mais les imaginez- stadiers qui
qu'il les regarde et qu'il laisse passer, ça me pose question. Imaginez que vous soyez génial, Philippe, on peut tout concevoir dans la vie. C'est une hypothèse absurde. Voilà. Non, mais est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné des exemples? Voilà. C'est exactement ce que vous dites. Je pense que la Liga a dit, voilà. Je pense que les juges ont dit, voilà, on ne peut plus laisser, parce que Vinicius, c'est quasiment toutes les semaines. Toutes les semaines. Il y a plein de joueurs de foot français noirs qui subissent ça toutes les semaines. Thuram à Parme, ils n'en pouvaient plus. Je veux dire, Umtiti, on a eu il n'y a pas longtemps. Peut-être. Et alors, il y a un exemple, un contre-exemple, c'est Osimhen à Naples, qui est pourtant vraiment le sud de l'Italie. On ne peut pas dire que ça soit le summum de l'ouverture du cœur. Eh bien, Osimhen est littéralement adulé par les Napolitains, au point que, vous savez, il a son masque pour jouer, au point que des pâtissiers ont reproduit un gâteau qui s'appelle Osimhen, et ils font des blackface à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur qui a peint son fils il a mis du cirage noir en disant Osimhen, regarde, c'est en hommage au fait que tu es africain. François d'origine. Moi, je dirais surtout que ça montre qu'il n'y a pas de fatalité à ce que la violence gangrène les stades, puisque en effet, en Italie, en Espagne, comme dans d'autres pays, il y a souvent eu des phénomènes de racisme, de violence. On a souvent dit l'Espagne ou l'Italie, pays latin comme la France, donc on va pas trop chercher à faire appliquer la loi. Eh bien, on est capable de le faire. Moi, je retiens de l'Espagne qui a été à la pointe ces dernières années sur la lutte contre les violences faites aux femmes, alors que c'est un pays de tradition latine, macho, etc., qu'il n'y a pas de fatalité à s'attaquer à ces phénomènes. Moi, je pense qu'en effet, les supporters en question, ils n'ont pas vocation à aller en prison, mais par exemple, à être interdits de stade pendant une longue durée, alors qu'ils sont attachés. Une énorme amende, comme la 15 000, 20 000 euros d'amende, 5 000 euros d'amende. Ça, ce serait sérieux, parce qu'à Bordeaux, on parle quand même d'un leader d'un groupe ultra de supporters. Allez, on y va avec le top click, pardon. On en parlera tout à l'heure, le top click de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, c'est le top click. Et c'est l'habituelle bataille des images qui font rage sur les réseaux sociaux en ce jour de manifestation, Félix Mathieu. Ici un manifestant qui s'émeut du dispositif policier déployé face à la Rotonde. Ce restaurant à l'auvent incendié lors d'une précédente journée pour son lien symbolique avec le président Macron, protégé par quelques policiers. Là, une élue qui poste l'image d'une interminable file de camionnettes de police à 2 pas du Palais Bourbon. Jour de manif, disposition de sécurité plus que disproportionnée devant l'Assemblée nationale, écrit Mathilde Panot, la chef de file des députés insoumis, qui ajoute: la politique de Macron ne tient que par la force. La seule sortie par le haut, ça sera le vote des députés le 8 juin contre la retraite à 64 ans. Le 8 juin, c'est-à-dire après-demain, lors de la niche parlementaire du groupe Lyot qui veut tenter de soumettre au vote l'abrogation de la réforme. Pendant ce temps-là, d'autres ont envahi le siège des Jeux Olympiques de 2024. Action ici filmée par Clément Lano sur Twitter. Pas de retrait, pas de JO, scandent ces manifestants, des adhérents, semble-t-il, de la CGT RATP. Ils sont de la CGT RATP, voilà, d'où le rapport, disent-ils. On a besoin d'eux pour les JO, c'est aussi ça un peu le message. Ils ont déployé cette banderole et lâché quelques fumigènes dans le bâtiment de Paris 2024, à quelques pas de l'arrêt de métro Front Populaire à Aubervilliers, près de Paris. Autre hashtag en top tendance, c'est beaucoup plus consensuel, D-Day. Ouais, le D-Day, le jour J, celui du débarquement, avec des hommages au sacrifice de ces soldats du débarquement, hommages de gauche à droite, par exemple, du côté de la majorité présidentielle. Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, tweet: le 6 juin 1944, le courage et la fraternité l'ont emporté sur la barbarie. Notre liberté est l'héritage de ces milliers de jeunes soldats débarqués sur nos plages il y a 79 ans. Transmettre leur mémoire est notre éternel devoir. Hommage aussi dans les oppositions, par exemple le tweet de Laure Lavalette, députée RN, qui écrit: ils sont tombés du ciel comme s'ils avaient des ailes, ils apportaient un air de liberté en ce 6 juin 44. N'oublions pas le sacrifice de ces milliers de soldats, dont aussi les jeunes Français du commandant Kieffer qui donnèrent leur vie sur les plages de Normandie. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Toujours aussi émouvant, la Normandie. Oui, le débarquement. On peut en parler ad vitam aeternam. Je vous invite d'ailleurs à aller sur les plages du débarquement, aller voir les cimetières américains. Franchement, il y a une émotion incroyable. Ça y est, j'ai leur émotion. Il y a eu une émission ce matin chez Jean-Jacques Bourdin, j'ai assisté à la fin. Si les Allemands, heureusement, ils étaient tous partis en congé avec les maîtresses. Sinon, ils racontaient qu'on aurait eu toutes les divisions, les Allemands pouvaient résister.
même temps, on a tellement été rusés, on a été quasiment comme Ulysse. Nous avons eu la ruse d'Ulysse en leur faisant croire qu'on débarquait ailleurs, en embrouillant leur esprit. C'est et surtout, exceptionnel. les Allemands étaient persuadés que jamais les Alliés ne débarqueraient en Normandie, parce que quand on y va, on voit très bien des plages et des falaises. Et donc vous imaginez les soldats à qui on a demandé à un moment donné d'aller combattre sur les falaises au-dessus des plages après avoir passé déjà l'épreuve des plages. C'était une idée de Philippe David, personne ne le sait. Restez avec nous dans un instant. Appelez-moi Overlord ou Eisenhower, comme vous voulez. On va revenir sur une question importante, le réchauffement climatique, la sécheresse. Faut-il repenser urgemment notre usage de l'eau? Il y a une tribune qui a été diffusée chez l'un de nos confrères. On en parle dans quelques instants. On vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, c'est comme les fingers, on en prendrait toujours un peu plus. Ils sont jamais suffisamment longs. Vous avez remarqué, on aimerait bien finir plus tard, mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. En tout cas, bienvenue avec Philippe Bilger, Françoise de Gois et François de Rugy. Et vous, on est ravis de vous accueillir. C'est votre maison ici, 0826 300 300. Et le coup de projecteur des vraies voix, c'est maintenant. C'est le tour de table, puisqu'on me dit, bien sûr, vous allez trop vite, Cécile. C'est-à-dire que vous voulez pas que ce soit fini, mais faites en sorte que ce soit plus rapidement. Vous vouliez nous priver de quelque chose. Absolument. Votre tour de table, j'allais le dire. Tu sais à quoi je pense? Je pense pas que 2 trous du cul soient plus efficaces qu'un seul. Vous avez raison. C'est exactement ce que je pense. Le tour de table. De l'actualité. Et ça, pour le coup, je le prends pour moi. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole et auteur de Libre propos d'un inclassable publié aux Nouvelles Librairies. C'est important de le rappeler. Je le rappelle quand même. Un livre qui aurait mérité un prix Nobel de littérature. C'est jamais. Il y a le concours à la fin de l'année. Bruno Le Maire n'a que l'horizon 2027 en tête. Ah oui, Bruno Le Maire, je l'aime beaucoup, il me fascine, je le trouve intelligent, ses oscillations me passionnent entre littérature et politique. Entre une apparente loyauté à Emmanuel Macron et une dissidence subtile permanente, entre son soutien un peu ostentatoire au ministre Pape Diaye ou Darmanin, ou quand il joue le jeu de la fermeté devant les troupes Renaissance, et d'autre part la volonté, mais très claire, dont il n'en pense pas moins à chaque fois qu'il dit du bien d'Emmanuel Macron. On sent l'ambitieux qui n'attend que 2027. Je trouve que c'est un personnage qui me fascine. Qui m'intéresse en tout cas, fasciné peut-être. Qui laisse pas indifférent en tout cas. Absolument. Une ambition dilatée comme jamais. Vous n'allez pas la faire à chaque fois, Philippe. Objectivement, quelqu'un qui a écrit un livre aussi formidable que Musique absolue sur un chef d'orchestre que j'adore, qui est Carlos Kleiber, qui l'a écrit si bien, ne peut pas être fondamentalement mauvais. Voilà, c'est ce que je me dis. J'aime beaucoup la façon d'écrire de Bruno Le Maire. Je pense qu'il a un vrai talent. Ça vous embête si on repasse en boucle ce que vous venez de dire, Françoise? Non, pourquoi? Je plaisante. Allez-y. Non, mais vraiment, il a un véritable talent par son dernier bouquin, et je pense que en plus de ça, il se lance dans une conversation sourde et silencieuse avec Emmanuel Macron sur la question de la littérature. Absolument. Je pense qu'il y a quelque chose là entre les deux qui est comme ça, avec un président qui a toujours rêvé d'être normalien, qui n'a jamais pu l'être. Ça, c'est son seul échec pour le moment en tout cas, et qui a vraiment envie, se vit comme un écrivain, presque comme un héros fitzgéraldien. Donc, mais j'irai pas jusqu'à voter pour Bruno Le Maire, mais je trouve quand même que par exemple pour le confinement et pour la crise Covid, il rend une copie quasiment parfaite, avec l'accord bien sûr de Emmanuel Macron, et ça moi j'ai toujours rendu grâce à Macron sur le quoi qu'il en coûte, mais sa copie est quasiment parfaite. François de Rugy. Oui, moi je suis mal placé pour parler de Bruno Le Maire parce que je le connais depuis longtemps. Je l'ai connu à l'Assemblée nationale d'abord comme député en 2007 et puis ensuite ministre de Sarkozy, puis député d'opposition cherchant à être le chef de la droite à l'époque. Il a été le seul à oser défier Sarkozy d'ailleurs pour la présidence du parti UMP à l'époque. Ensuite il se présente à la primaire, il espérait, il s'était préparé longtemps à l'avance. Malheureusement le score n'a pas du tout été à la hauteur, mais la preuve que l'on peut rebondir quand on a le sens aussi des circonstances politiques. Travailler avec Emmanuel Macron comme ministre de l'économie, c'était pas absurde compte tenu de ses idées de fait qui le classaient plutôt au centre droit. Il a jamais été dans une droite radicale. Il a toujours été pro-européen et il a eu la chance d'être ministre des Finances où on n'a pas besoin, jusqu'à présent, de serrer les cordons de la bourse. C'est-à-dire qu'il a plutôt été un ministre des Finances qui avait un carnet de chèques illimité. Et honnêtement, en effet, je crois qu'il a bien géré la politique économique de la France. Et donc, il a tout l'avenir devant lui.
François de Rugy, vous voulez parler du Football Club de Nantes qui s'est maintenu à défaut de parler de la finale de la Coupe de France. Oh. Non mais ça on en parlera en antenne avec Frédéric de Blagnac. Mais oui, je voulais juste revenir sur cette victoire à l'arraché du FC Nantes lors de la dernière journée contre le dernier en plus du classement du championnat, Angers, qui était déjà condamné à la Ligue 2. Et j'étais au stade de la Beaujoire à Nantes samedi soir. On a eu le réflexe, j'espère qu'on ne sera pas condamné par la Ligue, d'envahir la pelouse. Alors c'est vrai que je me suis fait la réflexion sur le moment, j'ai dit à Nantes, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fêté un titre de champion de France, alors qu'on en a eu quelques-uns par le passé, qu'on est obligé de fêter le maintien en Ligue 1 à l'arraché, à un point près face au dernier. Enfin, c'est vrai que quand on prend un peu de recul, on se dit que c'est pas très très glorieux, mais moi d'abord je reste sentimentalement attaché à ce club du FC Nantes parce que il m'a bercé depuis très très longtemps. J'entendais les clameurs du stade de Marcel Sopin à l'époque, les plus anciens s'en souviendront, où il y avait les grands affrontements avec l'AS Saint-Etienne. Voilà, il y a le stade de la Beaujoire maintenant depuis 39 ans. Mais au-delà de ça, parce que je suis un supporter depuis des années, on s'attendait honnêtement à aller soutenir le FC Nantes en Ligue 2. Il survit en Ligue 1. Alors, c'est peut-être une réflexion un peu sur les vieilles gloires du foot, je ne vais pas au-delà, qui à la fois survivent, mais ont du mal à se maintenir quand même. Être au plus haut niveau. Pourtant, il y a un budget qui est loin d'être ridicule, 85 millions d'euros. Il y a un centre de formation qui est bon, mais qui n'est sans doute pas assez exploité. Et par ailleurs, on voit que d'autres clubs, très glorieux aussi, Auxerre, relégué en Ligue 2 malheureusement, Saint-Etienne qui est vraiment dans les tréfonds du classement de la Ligue 2. Il y a d'autres clubs comme ça qui, des vieilles gloires, Bordeaux, qui n'a pas réussi à monter en Ligue 1, malheureusement à cause de cet incident face à Rodez. Et par ailleurs, d'autres clubs qui ont réussi à renaître, donc tout espoir est permis, comme Reims, comme Lens. Lens qui était en Ligue 2 l'année dernière et qui cette année est vice-champion et presque champion. Et j'ai l'impression que beaucoup de Français auraient aimé que ce soit Lens le champion. Et on va élargir avec Françoise de Gois sur ce mercato délirant. Délirant. Mais moi je rejoins François. Moi je trouve que c'est avec sans péril en triomphe sans gloire, c'est merveilleux d'avoir fêté le maintien, parce que j'étais absolument persuadé, je savais moi qu'ils allaient perdre, j'avais gagné mon pari, mais j'étais persuadé qu'ils descendaient et ça m'aurait ennuyé parce que voilà. Et ce nouvel entraîneur finalement qui arrive comme ça au débouté, qui n'a même pas les diplômes. Non, mais quel que soit le club, la descente est toujours terrible. Il faut être courageux pour prendre ça. Moi je parlais de la folie planétaire parce que je regarde les chiffres du mercato. Vous savez que je suis une inconditionnelle de Lionel Messi, que je tiens pour le plus grand joueur de l'histoire de tous les temps, mais je me dis quand même 1,2 milliard de dollars pour un contrat en Arabie Saoudite sur 2 ans. Ça me paraît complètement délirant. Et idem pour Benzema. On jongle avec 60 millions d'euros. On voit que 200, je crois. Benzema. Non, mais on voit 60, 30. On voit que Lens refuse 30 millions d'euros pour vendre au Panda. Osimhen vaut 150 millions d'euros. On est sur quelque chose qui est complètement fou, qui est complètement délirant, mais qui dit aussi à quel point le football est une passion. Je disais à Cécile tout à l'heure, je me suis amusée à lister les personnes les plus suivies au monde sur Instagram, sur Facebook. En 1, Cristiano Ronaldo. En 2, Lionel Messi. Tous les autres sont très loin derrière, y compris les stars. Kylian Mbappé est bien situé. Kylian Mbappé, il a 100 millions de followers sur Instagram. Messi en a 470 millions. Ça ferait rêver beaucoup de politiques. Et Ronaldo, 540 000. Allez, petite réaction de Philippe Bilger. Philippe. Justement sur ce mercato. J'ai trouvé que Nantes a eu d'autant plus de mérite que j'avais beaucoup apprécié le courage d'Angers qui, dans ses derniers matchs, s'est battu. Avait vraiment bien battu joué. samedi soir. Bien joué. Et aurait pu honnêtement faire match nul. T'es pas délirant sur le match. Mais en même temps, je pense que voilà. 30 secondes, les amis. Oui, moi je trouve ça délirant depuis longtemps. Et sur les questions financières, non seulement c'est un peu délirant, mais malheureusement, la France est totalement décrochée. Je parle pas de l'Arabie Saoudite, mais par rapport à ses voisins européens, Espagne, Italie, Allemagne, Grande-Bretagne, et forcément les clubs français ont du mal en Coupe d'Europe. Absolument. Et donc de toute façon, s'ils ont trop d'argent, ils ont qu'à nous les donner, nous les vrais parce que nous, pour acheter du saucisson, il nous faut de l'argent, moi je vous le dis, monsieur. Allez, dans un instant, le sujet important, c'est le réchauffement climatique, c'est la sécheresse. On parle des nappes phréatiques qui aujourd'hui ne sont pas remplies comme il le faudrait. Faut-il repenser urgemment notre usage de l'eau? C'est une grande question. Je crois qu'on est un peu tous d'accord, mais comment? Ça, c'est la grande question. On en parle dans un instant, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Ah, il y a beaucoup de sélectionneurs en foot chez les Vrais Voix aujourd'hui. oui. Philippe Bilger, sélectionneur. Françoise de Goiff, sélectionneuse. François de Rugy, sélectionneur. Philippe David, sélectionneur. C'est fou. Tout ça. Cécile de Vénibus, sélectionneuse. Non, mais moi je compte les points, c'est différent. Allez, tout de suite, T'imagines Cécile de Vénibus, mon Dieu, Cécile de Vénibus, entraîneur d'un club. Ça serait affreux pour les joueurs. On serait champion du monde. Allez, et toi, tu te bouges les miches un petit peu. Exactement. Mais tu vas courir. Allez, toi, Françoise, vous allez vous taire. Allez, le coup de projecteur des Vrais Voix. Je peux te dire qu'elle démarre. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des Vraies Voix. Et menacée par le dérèglement climatique, l'eau est aujourd'hui un bien commun et les usages doivent changer. C'est ce que l'ancienne ministre du Logement, Cécile Duflot, et plusieurs associations environnementales ont déclaré au pouvoir public dans une tribune lundi. Prendre la mesure de l'urgence et établir des mesures de justice pour que tout le monde ait accès à l'eau, Philippe. Oui, selon la directrice générale d'Oxfam France, il n'est pas normal qu'il n'y ait plus d'eau du robinet dans certaines régions, mais que les golfs continuent à être arrosés. Selon Cécile Duflot, le gouvernement doit être plus volontariste et montrer l'exemple. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut de toute urgence se poser la question de l'usage de l'eau? Parce qu'on parle toujours des agriculteurs qui, eux, en ont vraiment besoin, mais on ne parle jamais de l'industrie, par exemple. Vous voulez réagir? Appelez-nous au 0826 300 300. Et à cet usage de l'eau, faut-il la repenser? Vous dites vous dites oui à 78%. On n'a pas pris d'invité parce que forcément on a un spécialiste avec nous, avec nous, François de Rugy. Repenser, on en parle depuis très longtemps, de l'eau. Là, on arrive dans un moment d'urgence. Le repenser, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, mais comment? C'est-à-dire que tout le monde y va de son grain de sel et il faut qu'il y ait une logique commune en fait. Alors c'est déjà pas mal qu'il y ait cette prise de conscience sur la dureté de la situation liée au réchauffement climatique. C'est maintenant à peu près évident de par les scientifiques qui mesurent depuis plusieurs années à la fois qu'il y a des périodes de sécheresse prolongée, de canicule. On est en train d'en vivre une aujourd'hui alors qu'on est qu'au mois de juin, mai-juin. On en a vécu une en février, ce qui n'était évidemment que très rarement arrivé. Et puis en plus de ça, et c'est encore plus inquiétant, on voit qu'il y a tendanciellement moins de précipitations. Alors que pendant longtemps, on pensait qu'elles seraient réparties différemment. C'est-à-dire qu'on aurait des très violents orages, on en a aussi, avec des très fortes précipitations, puis d'autres moments, des grandes sécheresses, etc. Donc globalement, on a un problème de ressources en eau. Donc évidemment, les usages doivent être modifiés. C'est comme pour le pétrole. Alors sachant que la différence, c'est qu'on peut se passer de pétrole, on peut pas se passer d'eau. Oui, ça c'est sûr. On peut pas s'en passer pour vivre. On peut pas s'en passer, nous, êtres humains, mais les agriculteurs ne peuvent pas s'en passer, pas parce qu'ils sont à tout prix à vouloir produire tel ou tel produit, c'est que chacun peut en faire l'expérience. Si vous semez des choses dans votre jardin et que vous dites quand il pleut pas, je n'arrose pas, tout sera sec et ça ne produira rien et donc vous ne pourrez pas vous nourrir. La différence entre vous et un agriculteur, c'est que vous pouvez aller dans un magasin ou chez un agriculteur, acheter choses, alors qu'un agriculteur c'est sa source de revenus. Donc il faut absolument revoir les usages. Enfin, il faut que chacun prenne sa part. Mais c'est évident que on peut pas dire c'est les agriculteurs qui doivent faire l'effort, c'est les industriels qui doivent faire l'effort, c'est les particuliers qui doivent faire l'effort. Si on supprimait l'arrosage des golfs, ça y est, on a réglé le problème. Ridicule. Il faut le faire, mais c'est qu'une toute petite part. Et en même temps, désolé d'être dans le en même temps, il faut aussi complètement changer notre gestion de la ressource. Et là, les associations en question, je les entends pas beaucoup, voire je les entends contre le stockage de l'eau. Alors c'est tout de suite la crise à Sainte-Soline. Voilà, mais au-delà d'endroits où il y a de la conflictualité, il va bien falloir se poser la question, comme l'ont fait à d'autres époques dans des régions, y compris en France, le bassin méditerranéen. Comment est-ce qu'on alimente en eau potable Marseille et les villes de la côte en été grâce à des réserves dans les Alpes? C'est donc clairement une question de stockage. Il y a le stockage, il y a la réutilisation, il y a le recyclage et sur tous ces sujets-là, on est au tout début. Philippe Bilger. François est le grand avantage de ceux qui connaissent un sujet, c'est qu'ils permettent aux autres d'être plus brefs. Et merci à Cécile de m'avoir fait lire cette tribune que je trouve pour quelqu'un qui est totalement profane, très claire et très pertinente, et notamment dans cette distinction entre une forme d'usage somptuaire de l'eau. Évidemment, vous dites François que c'est zéro les golfs, mais j'en ai bien conscience. C'est symbolique, mais les symboles c'est important. L'usage nécessaire de l'eau, j'ai bien aimé cette tribune qui ne me paraît pas trop démagogique et qui attire l'attention sur quelque chose dont on se préoccupe
peut-être pas assez. Philippe, Françoise Degois, pardon. On a la tribune est très bien et elle n'est pas du tout disruptive ou révolutionnaire, Non. mais il faut surtout lisez cette tribune, mais lisez, François a dû le lire forcément parce qu'on se passionne pour ces sujets et lui particulièrement, le rapport de ONU-O. L'ONU a une instance qui s'appelle l'ONU-O et ce rapport est sorti en avril dernier. Il est effrayant. Et d'ailleurs, l'ONU parle de la consommation vampirique de l'humanité. Alors, on le voit, bien sûr, à notre échelle hexagonale, avec des départements, notamment la Guadeloupe. Vous savez, en Guadeloupe, en Martinique, vous avez des coupures d'eau régulières, vous avez même un moindre accès à l'eau potable. Mais le rapport de l'ONU-O, vous allez le trouver sur Internet, est effarant, en ce sens que il explique, par exemple, que si on continue avec une consommation, c'est pas simplement la consommation, et là-dessus, François a raison, c'est pas simplement les golfs, c'est l'industrie, ce qu'elle consomme, ce que nous rejetons dans les rivières. Vous avez 2 milliards d'êtres humains aujourd'hui qui n'arrivent pas à boire une eau dans laquelle il n'y a pas d'excréments, de pesticides, une eau saine. 2 milliards d'êtres humains sur 9 milliards. Et la consommation d'eau douce à l'échelle de la planète a augmenté de 1%, ce qui est énorme. Donc je vous conseille d'aller regarder ces chiffres qui sont assez spectaculaires, mais qui disent que finalement le monde est un petit jardin. Alors bien sûr, ils ont raison, nos amis français, de faire cela, mais si on a la vision globale, on est tout simplement effrayé parce que, sérieusement, et là, c'est très grave, c'est effrayant. Vous êtes agriculteur, vous avez des problèmes d'approvisionnement en eau. Vous pensez qu'il faudrait faire des réserves comme à Sainte-Soline, comme le disait notre ami François de Rugy, où vous êtes particulier, vous avez changé votre mode de consommation de l'eau. Oui, on vous attend au 0826 300 300. Et on va démarrer à ce numéro avec Frédéric qui est avec nous de Blagnac. Ça sonne beaucoup ce soir 0826 300 300. Frédéric, votre idée, j'imagine qu'on est tous en accord avec cette trouver une bonne gestion de l'eau, quoi qu'il arrive. Trouver une bonne gestion, je dirais qu'en complément à ce que nous a dit François, c'est qu'il faut savoir que les réserves d'eau douce dans le monde, c'est 2,5% à peine des réserves d'eau mondiales. Vous avez Donc raison. on est en train de gaspiller 2,5% d'eau douce dans le monde. Et je pense que nos collectivités ont un devoir également d'exemplarité, notamment de réutilisation des eaux usagées, ne serait-ce que pour nettoyer les trottoirs. Il y a des communes aujourd'hui qui nettoient les trottoirs et les rues avec de l'eau potable. C'est quand même assez hallucinant. Donc déjà, que les collectivités donnent l'exemple, que ce soit obligatoire d'avoir des réceptacles d'eau usée, de pouvoir recycler cette eau. Dans les constructions immobilières, de pouvoir aussi inciter et imposer qu'il y ait des récupérations d'eau pour ne serait-ce qu'arroser les parties communes ou autres. Et pourquoi pas mettre une mesure fiscale pour les particuliers qui puissent dans ce cas-là s'équiper à domicile de récupération, ne serait-ce même, vous disiez tout à l'heure qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas dans le monde à boire de l'eau potable. Et nous, en Europe et en France, nous faisons nos excréments dans nos chasses d'eau avec de l'eau potable. C'est vrai. Ça c'est vrai, c'est vrai. Restez avec nous Paul, parce qu'il y a beaucoup de réactions. Frédéric, il y a beaucoup de réactions au 0826 300 300 et c'est Paul qui est avec nous. Lot-et-Garonne, bonsoir Paul. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Paul. Encore un débat qui va être animé. Oui. Moi, je suis agriculteur en Lot-et-Garonne. Le préfet, il nous met en alerte. Il pleut tous les jours. La Garonne est à la limite de déborder. Donc, je pense quand même qu'à un moment donné, il va falloir un peu de bon sens aussi. Il a manqué de gaz, il a manqué d'électricité, on va manquer de tout. Et maintenant, on va manquer d'eau. Donc, ce qui est sûr, c'est que certaines régions où il pleut pas beaucoup, mais c'est pas nouveau. Les Romains étaient capables de faire des aqueducs pour transporter de l'eau, et nous, on est des idiots, on n'est pas capable de le faire. Alors, comme pour l'argent, c'est-à-dire que si on ne veut pas gaspiller d'eau, la première qui sera économisée, ce sera autant qu'on n'aura pas dépensé. Donc il va falloir remettre un peu de bon sens. Mais à un moment donné, il faut arrêter. On est tout le temps dans la psychose, quoi. On fait peur aux gens. Ça me dérange énormément. Et c'est pas justifié. C'est intéressant ce que vous dites par rapport aux Romains et aux aqueducs, parce qu'il y a un système... Je vais citer, moi, les Israéliens qui, quand vous allez en Israël, vous voyez le désert de Negev qui fleurit, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils font alors que l'eau est très limitée, le Jourdain s'affaiblit et ça sèche, et il y a des accords de paix qui sont passés sur l'eau, c'est quand même ça extraordinaire entre la Jordanie et Israël. Eh bien, les Israéliens, il y a 50 ans, ont remis en service les techniques nabatéennes de conservation de l'eau, c'est-à-dire qui datent de 2000 ou 3000 ans, pour pouvoir arriver à faire fleurir des déserts. Donc ça veut dire aussi, et là je parle sous le contrôle de François, mais il a déjà vu, ça veut dire aussi qu'il faut réfléchir intelligemment et aller chercher dans notre sagesse collective et assez ancienne, au moins une façon de préserver
observé. François de Rugy. Oui, avec un petit bémol sur le fait qu'en Israël, on utilise aussi la technologie de pointe. C'est-à-dire que c'est à la fois, en effet, ils ont recherché, être capable... Ils ont adapté les techniques d'ABTN avec la technologie de pointe. Et avec un coût, parce que c'est quand même aussi en Israël que le coût de l'eau est un des plus élevés au monde, parce que c'est une ressource rare, et ce qui est rare est cher. Et ce que dit l'agriculteur qu'on avait en ligne à l'instant, Paul, est vrai. À ceci près de dire on n'est pas capable de faire aujourd'hui ce que faisaient les Romains hier. Heureusement, nous sommes capables de déployer des tuyauteries partout en France pour alimenter en eau potable. Oui. Et nous avons la chance d'ailleurs. Et c'est peut-être pour ça qu'on avait perdu l'habitude de ce qu'était la rareté de la ressource en eau, parce qu'en France, ouvrir le robinet est un geste d'une grande banalité, à part en effet chez nos amis de Guadeloupe, qui eux subissent depuis de nombreuses années, non pas parce qu'il pleut pas assez, mais parce que le réseau est en très mauvais état, et bien qui subissent des coupures d'eau. Et là, moi j'ai rencontré des gens là-bas avec Emmanuel Macron quand j'étais ministre. Franchement, je veux dire, imaginez-vous un instant qu'on vous dise le lundi vous n'avez pas d'eau, le mardi vous en aurez, le mercredi vous en aurez pas, et ainsi de suite. C'est invivable. C'est aujourd'hui. Donc il faut absolument anticiper ça, car en effet, si on ne fait rien, sans être dans le fait d'effrayer, on sera obligé de faire des coupures d'eau dans un pays comme la France, en France métropolitaine. Et en plus, en Israël, la mer est morte, ce qui pose vraiment problème. Oui, alors quel humour, il y a même là. Pour ça, juste, Cécile, est-ce que je pourrais dire quelque chose? Est-ce qu'on peut parler des petits gestes aussi? Vous n'avez pas, par exemple, on a beaucoup d'appels. Vous n'avez pas changé votre façon, par exemple, de prendre du temps pour vous brosser les dents? Est-ce que vous dépensez moins? Moi, je vois bien que des robinets à économie d'eau, etc. Il y a plein de choses, mais ça ne suffira pas. Mais moi, même la chasse d'eau, quand vous faites pipi la nuit, vous la tirez pas. Voilà. Mais c'est très bien, non mais bravo. C'est peut-être très intime ce que vous dites, mais c'est intéressant. 0826, merci en tout cas Paul, restez avec nous. 0826 300 300, Jean-François Lamassé est avec nous. On le connaît bien, vice-président de la FDSEA 31. Vous avez voulu réagir, Jean-François, et auditeur des Vraies Voix et de Sud Radio. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis super, mais alors, je suis très heureux d'avoir entendu M. de Rugy parler, parce que c'est cette idée-là de faire des réserves, c'est pas d'aujourd'hui qu'on le dit. Ça fait la FNSEA, ça fait 30 ans qu'ils disent qu'on va avoir à un moment donné ou un autre un problème avec l'eau. Ça fait 30 ans que personne ne veut écouter. Et là, que cette année, depuis un an et demi, on a des problèmes de sécheresse. Là, maintenant, tout le monde commence à se mettre autour de la question. Voilà. Alors, je vous coupe, je vous redonne la parole. On le rappelle, vous êtes céréalier, vous, Jean-François. Moi, je suis céréalier. Bon, moi, je suis dans un endroit où on pourrait faire des réserves. On n'en fait pas parce que la DDT, pendant longtemps, allait dans le sens un peu des écolos. Il fallait pas faire ceci, il fallait pas faire cela. Bon, voilà. La DDT, c'est un service de l'État, il faut le dire à nos auditeurs. Je tombe à l'eau. Vous avez un dossier comme Charlas, il y a eu 3 ou 4 millions d'euros d'études. Il n'y a plus qu'à le mettre en route. Mais non, on ne le fait pas, parce qu'on n'a pas d'abord un nouveau silence. Ou un nouveau Sainte-Soline. Oui. Ou un nouveau Sainte-Soline. Donc, je ne sais pas si vous imaginez le truc. Parce que les expertises sont partagées aussi sur l'utilisation des bassines. Hein. Moi, je ne suis pas là pour dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Mais il y a aussi hors écologistes. Non, mais il y a aussi hors écologistes des gens qui disent les bassines, c'est pas bien, l'eau s'évapore, on la conserve mal, etc. Donc, on peut aussi entendre ce discours-là. Est-ce que vous connaissez l'étude des bassines? Comment? C'est une étude qui dure 3 ans. Il y a tout le monde qui se met autour de la table. Il y a des hydrologues. Il y a de tout. Et on arrive à un moment donné, si on vous dit que c'est bon, c'est que c'est bon. Parce que ça ne se fait pas en 3 jours et ça ne se fait pas comme ça, au la main. Juste, je voulais dire à notre interlocuteur qui est syndicaliste agricole, ce serait bien qu'il dise aussi, je préférerais que ce soit lui qui le dise, que ça fait débat aussi parmi les syndicats agricoles, notamment je crois entre la Confédération paysanne et la FNSEA, que malheureusement à certains endroits ça tourne même à l'affrontement. On a vu des gens aller casser des systèmes d'irrigation, ce qui me paraît personnellement très grave. Et donc si vous pouvez en dire un mot pour expliquer à nos auditeurs que c'est malheureusement un sujet qui ne fera pas consensus, sur lequel il va y avoir des débats et des controverses très dures. Vite, parce qu'il y a énormément d'appels au standard. On vous écoute, Jean-François. On est bien d'accord. Aujourd'hui, la Confédération paysanne, j'en ai savoir certains, mais ce n'est plus un syndicat, c'est une ONG. Il faut bien se dire les choses. Ouais, mais c'est normal. Vous vous affrontez, c'est normal, c'est sain. Vous pouvez pas être en situation de total de monopole à FNSEA et de faire de la cogestion avec le ministre de l'Agriculture. Vous allez faire de la cogestion avec le ministre de l'Agriculture depuis 30 ans. Ça réagit énormément. Restez avec nous, Jean-François. 0826 300 300. Yann est avec nous, qui nous appelle des Landes. Bonsoir Yann. Bonsoir Yann.
Oui, bonsoir Philippe, bonsoir Cécile, bonsoir Monsieur de Régie, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors oui, je vous appelle des Landes parce que le sujet de l'eau, je vais vous expliquer. Moi, j'ai été élu municipal dans une petite commune qui s'appelle Camadet, à côté de Montmartre. Et je proposais, il y a déjà 15 ans en arrière, à ce que, et j'en avais parlé avec la patronne des HLM des Landes, en lui disant, je ne comprends pas que les bâtiments que vous construisez au niveau des HLM ne soient pas équipés de fosses de récupération d'eau pluviale pour alimenter les toilettes et alimenter les machines à laver. Bah oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans en arrière, on m'a rigolé au nez. Et j'avais en face de moi que des socialistes, parce qu'ici dans les Landes, on est entouré de socialistes. Moi, je suis un mec de droite, je suis pas écolo. Et ceci dit, je pense que l'écologie ne devrait pas être politisée. Même Henri Emmanuelli vous envoyez bouler? Même Henri Emmanuelli vous envoyez bouler? Mais Emmanuelli, alors si vous voulez, on pourra en parler longtemps. Il était très écolo. On n'a pas le temps. C'est pas le sujet d'Henri Emmanuelli. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Mais non, il parle des socialos, c'est lui qui en parle. L'écologie, pour moi, n'est pas politique, c'est clair, que c'est l'affaire de tous. Et aujourd'hui, on parle de l'eau comme une chose précieuse, mais qu'attend-on pour pouvoir construire dans tous nos nouveaux bâtiments HLM des fosses de récupération d'eau pluviale pour alimenter les toilettes? Vous savez que il y a un obstacle réglementaire, malheureusement. Je peux vous raconter une chose vécue dans certains pays, c'était en Asie, je le crois, c'est sur le dessus de réservoir d'eau des toilettes qui a le lavabo, et quand on se lave les mains, l'eau est récupérée pour servir d'eau des toilettes, et je trouve ça pas bête du tout. Mais malheureusement, il faut dire à ce monsieur et Yann, merci de ce témoignage, parce que ça montre que déjà il y a 15 ans, il y avait des gens qui avaient des idées concrètes sur le sujet. A des idées aussi. C'est que tout à fait. Heureusement, c'est que malheureusement, les services sanitaires, c'est-à-dire qu'au sein même de l'appareil d'État, vous avez d'un côté les services sanitaires, de l'autre côté les gens qui s'occupent de la ressource en eau, et les services sanitaires disaient non, on ne peut pas mettre de l'eau de pluie dans les toilettes, car on ne sait jamais si un enfant venait à boire l'eau des toilettes, elle ne serait pas garantie. Alors qu'on met des produits dans les toilettes qui sont bien plus agressifs, évidemment, que l'eau de pluie. Donc vous voyez à quel point on en est. On veut tellement en France assurer le risque zéro dans tous les domaines qu'on en est à refuser l'eau de pluie dans les toilettes. Eh ben vous restez avec nous, on revient dans un instant et on continue le sujet ainsi. Ne bougez pas, Emmanuel de Bordeaux nous appelle aussi, ça n'arrête pas de sonner. 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 19h sur ces sujets de l'eau. Et faut-il repenser urgemment notre usage à l'eau? C'est un grand oui pour l'instant, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix, on est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois et François de Rugy sur ce sujet très important qui nous concerne tous. C'est justement la gestion et les usages de l'eau. Est-ce qu'il faut changer ces usages? Vous dites oui en majorité. Bon, à part Philippe David qui ne boit pas beaucoup d'eau. C'est bien la première fois que je le vois s'intéresser à de l'eau. Oui, alors qu'il n'y a pas d'alcool. C'est ça qui est justement, il fait preuve de sobriété vis-à-vis de l'eau. Non, mais c'est d'ailleurs, je me lave plus. On avait, non, faites pas comme un certain animateur, ça m'écoeure. Je voulais, pas vous, mais je partageais quelque chose avec François de Rugy par rapport à l'eau et à la conservation de l'eau. Un vrai questionnement, et il posait une très bonne question. Est-ce que, par exemple, moi, je suis un enfant des montagnes, comme Philippe David, est-ce que les montagnards, Parc national des Pyrénées ou Parc national des Écrins, accepteraient de construire de nouveaux barrages? Moi, je pense que la réponse est oui, mais ça, c'est un vrai sujet à poser avec l'ensemble des services de l'État. Ça, c'est de la conservation de l'eau. 0826 300 300, c'est Emmanuel qui nous appelle de Bordeaux. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir les filles des vraies voix. Salut Emmanuel. Comment ça va? Quelle petite voix pétillante. Très bien. Alors, Emmanuel, j'imagine que vous êtes vous aussi sur le sujet de l'eau très concerné et vous avez changé, j'imagine, vos habitudes? Tout à fait. Depuis le mois d'août l'année dernière, lorsque je prends ma douche, eh bien j'ai une magnifique bassine dans ma douche et je récupère l'eau froide jusqu'à ce qu'elle chauffe. Et tout l'hiver, j'utilisais cette eau pour tirer ma chasse d'eau, que je ne tire plus à chaque fois. Et pour l'été, je récupère l'eau que je mets dans des ognas parce que je me suis fait un petit potager. Qu'est-ce que c'est que les ognas? Eh bien, ce sont des patients, parce que je parle de tout ça avec mes patients, et en fin de compte, ce sont des poteries que l'on enterre dans le sol. C'est une méthode assez ancienne. Oui, on met sûr. de l'eau dedans et l'eau, en fin de compte, se diffuse très lentement. Se diffuse et la nuit, l'humidité permet de réabsorber l'eau dans l'ognas et c'est un petit cercle qui se répète comme ça. Et de temps en temps, j'ai rempli, donc je consomme moins et j'utilise pareil, soit l'eau de la pluie
ou alors l'eau de ma douche qui est froide, ou même quand je me lave les mains. C'est ce qu'on met, je suis Emmanuel. pas devenue maniaque, hein, mais... non, mais vous avez raison, ce sont des espèces de petites poteries, effectivement, qui ont des tout petits trous à l'intérieur, vous les collez dans vos pots de fleurs, voilà, et vous remplissez d'eau, et ça diffuse l'eau tout doucement. Et c'est plutôt joli. J'ai été plantée, moi, parce qu'il y a différentes tailles, et puis... Vous avez dit... Vous êtes dans quelle région, pardon? En Gironde. Je suis sur Bordeaux et j'en parle à mes patients. J'essaie de, pareil, quand je leur donne la douche, vous êtes médecin? Je suis infirmière libérale. Et Emmanuel, c'est quoi le déclic d'un jour au lendemain? Il y a eu un déclic d'une manière ou d'une autre? En fait, j'avais déjà parlé avec Monsieur Bourdin par rapport à l'électricité. J'avais installé un poêle. Enfin, j'essaie tout simplement de réfléchir. C'est juste ça. Et je me suis dit, effectivement, j'ai 54 ans. Et je vois, j'entends vos émissions. Je vois très bien ce qui se passe. Et je me dis, il faudrait que nous fassions tous un tout petit effort. Ça ne demande rien. Et je pense que ça pourrait aller un petit peu mieux. C'est vrai, hein. François Drugy, ça ne demande rien au quotidien. Reste avec nous, Emmanuel. François Drugy, alors on se dit toujours, oui, mais moi je vais faire quelque chose, l'autre ne va pas le faire. Mais il y a aussi une pédagogie aussi. C'est psychologique de dire qu'on s'engage vers l'avenir pour que nos enfants, nos petits-enfants, finalement, réduisent leur consommation d'eau. Oui, et disons-le aussi, au-delà de la pédagogie, des mécanismes peut-être un peu de bonus-malus ou incitatifs dissuasifs, par exemple sur le prix de l'eau. On pourrait envisager que le prix de l'eau ne soit pas strictement proportionnel, mais qu'il y ait une première quantité qui soit à un prix assez bas, puis qu'ensuite ça grimpe. On pourrait imaginer, comme le disait notre interlocuteur Frédéric tout à l'heure, alors lui il avait tout de suite l'idée d'un avantage fiscal parce qu'il est fiscaliste, mais on pourrait imaginer qu'en effet on incite tout le monde à avoir un récupérateur d'eau de pluie à la maison ou dans les immeubles, parce que c'est pas que dans l'habitat individuel, et ainsi de suite. Et puis au-delà de ça, il faut quand même le dire, pas du tout pour décourager les efforts individuels, mais pour considérer que ça va bien au-delà. La consommation d'eau en France, elle est majoritairement le fait des activités économiques, agriculture, industrie. Et donc, il faut aussi que pour maintenir ces activités, parce qu'il faut les maintenir, il y a des gens, ils disent à la limite, il faut laisser les récoltes agricoles dessécher en été. Ça, c'est pas acceptable pour la vie humaine, mais aussi pour l'économie. Eh bien, il faut avoir aussi du stockage de l'eau, de la gestion de l'eau, en plus de tous les petits gestes individuels. Je suis frappé de voir à quel point les gens inventent une multitude de petits pas. Pourquoi? Parce que l'eau, les gens, ça c'est la peur. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Les gens savent. Nous savons tous que nous ne pouvons pas la fabriquer. Même les processus de désalinisation, en fait, à terme, massivement, se révèlent absolument délétères parce que tu rejettes de l'eau, du sel dans l'écosystème et tu dérègles tout l'écosystème. Tu peux le faire à l'échelle du Nil, comme ils le font parfois en Bretagne, mais ça peut pas être. Donc, les gens ont compris que ça, là, pour le coup, c'est vraiment notre vie. Voilà. Il y a un point de bascule. Il y a un point de bascule. Merci beaucoup en tout cas, c'était passionnant cette émission. Merci Philippe Bilger, merci Françoise Dubois, merci François Drugy, merci à tous nos auditeurs de nous avoir appelés aujourd'hui. Et vous faites bouger le débat quand vous venez sur Sud Radio, parce que vous nous faites réfléchir. Dans un instant, on va vous parler de l'emploi avec ces métiers de bouche, que ce soit forcément les artisans bouchers, les artisans poissonniers, qui aujourd'hui ont du mal, ont du mal à recruter. Et on en parle dans quelques instants. C'est avec Jérôme Laverny. À tout de suite.